Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver dans votre émission matinale Bonjour le Bénin. Nous sommes le lundi 26 janvier 2026. Mesdames et messieurs, quand des enseignants décident de participer à l'amélioration des conditions, de leurs conditions de travail et de vie, cela n'est jamais loin de la politique. Justement, un certain nombre d'AME se sont regroupés au sein d'un mouvement qu'ils appellent Mazaré pour participer donc, exhorter le gouvernement, non seulement soutenir les actions du chef de l'État, mais aussi lui rappeler un certain nombre de choses. Un des acteurs, plus précisément le président de ce mouvement, sera donc sur ce plateau pour nous parler de son mouvement, des objectifs et surtout de ce qu'ils attendent du président de la République. Vous le savez, mesdames, messieurs, ordinairement, l'on va chez le couturier ou chez la couturière avant de prendre les mesures de sa tenue. Désormais, la chose va changer puisque un Béninois a créé une application qui vous permet de prendre les mesures avant de vous pointer chez le couturier ou la couturière. Alors, comment est-ce que l'on appelle cette application? Ça s'appelle bien Taillerie. Amandine Aniabossou nous en parlera avec son promoteur. Et vous le savez, votre santé nous importe absolument car pour nous suivre, vous devez être en bonne santé. Quand vous êtes tombé malade, vous avez reçu une ordonnance, vous allez carrément en pharmacie. Comment est-ce que dans les pharmacies, les médicaments sont protégés, conservés par ces temps de chaleur justement? Dans un élément réalisé par Christelle Tongolo, nous aurons des détails sur la question. Mesdames, Messieurs, voilà un peu l'ossature de cette émission matinale que nous allons démarrer avec le bulletin d'information. C'est avec Génial Afouda Mossi Agboka. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce bulletin. C'est une voix puissante qui choisit désormais de se taire dans le concert mondial de la santé. Les États-Unis claquent la porte de l'OMS, tel le médecin qui abandonne en pleine intervention. Et les conséquences, vous l'imaginez bien, sont immenses. Washington laisse derrière lui un vide financier considérable, particulièrement au sein des pays africains fortement dépendants de plusieurs programmes de santé. Les détails, ce sera avec Victorine Bondi. C'est un nouveau coup dur porté à la solidarité internationale et un choc financier majeur pour l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis ont officiellement quitté l'OMS ce jeudi 22 janvier, après un an de préavis légal. Selon le porte-parole de l'OMS, les États-Unis représentaient à eux seuls 18% du budget total, avec plus de 1,280 milliard de dollars versés rien qu'en 2022 et 2023. Une perte aux conséquences lourdes pour le fonctionnement même de l'organisation, mais surtout pour l'Afrique. Selon le Dr Abdourahmane Diallo, directeur de la gestion des programmes à l'OMS Afrique, les États-Unis finançaient des programmes essentiels sur le continent contre le VIH-Sida, la tuberculose, la poliomyélite, le paludisme et les maladies tropicales négligées. Désormais, l'OMS devra faire des choix difficiles et réduire certains programmes. Face à cette situation, les dirigeants de l'organisation se réuniront début février pour décider comment s'organiser sans les États-Unis. Ils ont déjà annoncé un licenciement massif impliquant la suppression de plus de 2000 postes dans le monde. Un tournant aux lourdes conséquences pour la santé mondiale, en particulier en Afrique. Voilà, une rupture historique de plus de 70 ans. Alors concrètement, que signifie le retrait définitif des États-Unis de l'OMS? Régis Rompoy, analyste politique, nous apporte des clarifications. Il était notre invité du 20h sur ce même plateau, on le suit. En matière de coopération internationale, ce qu'on a remarqué depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, c'est que je dirais l'administration de Donald Trump et lui-même se sont acharnés à démanteler le système international. Et là, pour le coup, on est quand même sur un aspect quand même essentiel qui est celui de la santé et de la solidarité en matière de santé. Et donc, oui, les Américains, les États-Unis ont choisi de quitter, je dirais, la table, comme vous le rappelez, la table de l'opération. Depuis au moins 7 décennies, les Américains ont, je dirais, patiemment, vaillamment aidé la communauté internationale sur les questions de santé. Et là, effectivement, Donald Trump estime que, pour des raisons idéologiques, il estime que l'OMS ne va pas assez au devant des doléances américaines. Et pour tout vous dire, en réalité, derrière tout ça, il y a quand même
je dirais, une rivalité stratégique avec la Chine. Le vrai sujet en réalité, c'est que l'OMS, selon les Américains, serait extrêmement inféodée à la Chine, donc raison pour laquelle, pour des raisons idéologiques, les États-Unis en particulier ont décidé que désormais, leur contribution financière servira aux États-Unis et uniquement à eux. C'est pas tant une surprise. En janvier 2025, quand ils prenaient le pouvoir, l'un de ses tout premiers décrets, c'était l'OMS. Je dirais, il a attaqué l'OMS et globalement, à travers l'OMS, je dirais, l'Organisation des Nations Unies. Oui, pour Donald Trump, le multilatéralisme n'existe plus. En réalité, tant que les intérêts américains, stratégiques américains, ne sont pas assurés, je dirais, par la communauté internationale, ils n'y trouvent aucun intérêt. Donc là-dessus, évidemment, on assiste, je dirais, à une rupture. Le vrai sujet, en réalité, c'est la façon dont, je dirais, les grands États, les puissances et l'OMS transformeront cette crise en opportunité. Premier contributeur historique donc, de l'OMS, les États-Unis partis, je dirais, ça va permettre, je dirais, à d'autres partenaires de se mettre en place. Et donc, aux pays africains, je dirais, aux pays dont on parle généralement du Sud global, de se réinventer et de trouver rapidement d'autres partenaires. Il y a les Indiens, il y a les Brésiliens, il y a l'Union européenne, mais il y a surtout les Africains eux-mêmes. Cette crise doit permettre justement à tous les pays de se réinventer. Donc au Bénin, de trouver des solutions béninoises, je dirais, à la question sanitaire. Réfléchissons, rêvons d'une Union africaine de la santé, rêvons d'une CEDEAO de la santé, et ce sont des choses qui sont possibles. Nous avons au cœur de nos pays, je dirais, des cadres de santé, des médecins, des étudiants en médecine, mais aussi nous avons une pharmacopée, nous avons aussi la médecine traditionnelle. J'en suis convaincu. C'est quelque chose parfois qu'on voit par biais. Je crois que c'est le moment où jamais de prendre cette médecine traditionnelle, de prendre la santé vraiment, la santé de nos anciens et de la transformer et de la convertir. Et ça, au-delà du Bénin, il y a beaucoup de pays africains qui pourraient s'y adonner. La chaise africaine de la santé sera occupée par les Africains. Et donc, pour le coup, puisque nous sommes aussi au Bénin, je suis convaincu que le système politique et le système sanitaire béninois trouveront rapidement des solutions pour que dans chaque pays africain, nous puissions trouver des solutions africaines et comme nous sommes au Bénin, des solutions béninoises pour la santé. Faut-il s'attendre à une couverture médiatique particulière lors de la période électorale? Un bréviaire organisé autour de 3 thématiques essentielles vient d'être mis à la disposition des acteurs des médias. Il s'agit du guide du journaliste, une brochure réalisée par l'ODEM avec l'appui de l'Union européenne. Écoutons les explications données par le président de l'ODEM à l'occasion du lancement de ce guide. Il est au micro de Renaud Akakpo et Macléod Adam-Oussori. Ce guide du journaliste en période électorale contient 3 chapitres et 15 règles. Nous avons essayé de partir des fondamentaux de la pratique journalistique. Ensuite, nous avons parlé de la sécurité du journaliste en période électorale et également de la santé du journaliste. Et enfin, nous avons parlé de la responsabilité sur le numérique. Équilibrer l'information, rester impartial, travailler en toute responsabilité. Et également une bonne intelligence de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Donc nous avons suggéré que cette collaboration se fasse dans les règles de l'art et que chacun puisse connaître ses couloirs et exercer de façon professionnelle. Avec la viralité de l'information sur Internet, nous avons rappelé qu'il est important que le journaliste en ligne soit davantage responsable, qu'il puisse se servir des informations vraies, crédibles et que la remédiation soit instantanée. Si vous vous trompez de bonne foi, il faut remédier automatiquement parce qu'aujourd'hui sur Internet, ça va vite et ça va loin. Et il faut donc que les journalistes en ligne puissent mesurer l'importance de cette responsabilité-là et vérifier les faits. Nous avons demandé que les journalistes luttent efficacement contre la désinformation en cette période. Ne pas colporter des informations, ne pas rediffuser des contenus non vérifiés. Donc utiliser le fact-checking, utiliser les sources pour que fondamentalement notre travail soit crédible. Ce qu'il faut garder, c'est que l'information n'est pas de la communication. Et en information, nous devons être responsables et travailler à de l'indépendance. Parce que l'information de qualité permet vraiment le développement. Nous sommes à un carrefour, les populations vont faire des choix. Il faut donc qu'elles soient éclairées par une information neutre et vraie, avec beaucoup de rigueur, beaucoup de professionnalisme. La commune de Tchaourou a rendu hommage à l'un de ses illustres fils, le professeur Karim Dramane, enseignant-chercheur de renom, ancien recteur de l'Université nationale du Dahomey, actuelle Université d'Abomey-Calavi. Un colloque scientifique international lui a été consacré samedi dans sa ville natale, une célébration qui a réuni un parterre de personnalités politiques. Je suis particulièrement heureux que cette cérémonie se déroule à Tchaourou, le village qui m'a vu naître, où j'ai grandi
et commencer mes premières humanités. Modèle d'excellence et de service à la nation pour les jeunes générations, Karim Dramane est honoré par ce colloque scientifique pour son parcours exceptionnel. Né le 1er janvier 1943 à Kaoru, Karim Dramane est aussi reconnu comme un acteur engagé du développement local. Ce colloque se veut non seulement un hommage, mais aussi une invitation aux jeunes générations à poursuivre la dynamique de recherche, d'excellence, d'innovation qui a toujours habité le professeur Dramane Karim. Homme de savoir, formateur de génération, acteur du développement et citoyen profondément engagé au service de la nation. Pendant près d'un demi-siècle, vous avez conservé, transmis et enrichi le patrimoine intellectuel avec rigueur, humilité et générosité. Honorer le professeur émérite Karim Dramane, ce n'est pas seulement célébrer un homme aux titres nombreux et aux fonctions éminentes, c'est interroger une vision de l'homme, une éthique du savoir et une temporalité longue de l'éducation qui ont structuré pendant plus d'un demi-siècle son engagement académique, scientifique et politique. Ministre de l'Éducation nationale sous le président Nicéphore Soglo. Quelle stratégie, quel accompagnement ces 12 et 13 mai 1994 pour faire de moi le directeur de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Pionnier de l'Université nationale du Dahomey, premier directeur de l'École normale supérieure de Porto Novo, ancien recteur et ancien ministre de l'Éducation nationale, Karim Dramane laisse l'empreinte d'un bâtisseur du Bénin à travers le savoir. Et des personnalités présentes à ce colloque scientifique international d'hommage au professeur Karim Dramane se sont exprimées sur la dimension de l'homme. Elles invitent la nouvelle génération à s'inspirer de son parcours. J'envisageais aller à l'école nationale d'administration. C'était ça mon objectif premier. Mais chemin faisant, en partageant les informations les uns avec les autres, j'ai appris qu'à l'école normale supérieure, ils étaient payés 2 fois plus. Je ne savais pas que l'auteur ou l'acteur, l'artisan de cette discrimination, c'était le professeur Karim Dramane. C'était un appart. Votre école, celle que vous avez formée, est devenue par la suite une grande école de référence. Les enseignants de l'école normale supérieure étaient des produits finis, recherchés, presque dans toute l'Afrique. À l'époque, je crois, après avoir été, c'est des choses que vous connaissez, ministre de la Culture, de la Jeunesse des Sports pendant la transition, donc maintenant après la présidentielle de 1991, Karim est devenu un super ministre. On lui a reconnu l'étiquette de ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire on y intègre la formation de base, la formation primaire, les enseignements primaires, les enseignements secondaires et les enseignements supérieurs à l'époque où le président Soglo a dit la nation devait passer à sa restauration pour tenir compte des moments difficiles que nous avons passés. Karim Dramane a joué un rôle fondamental. Je suis très fière, j'ai découvert cet homme qui n'est pas connu de notre génération. Alors donc c'est pour moi une fierté de venir vivre en live tous ces témoignages. Je l'ai toujours souhaité, c'est que les grandes personnalités, les sommités que nous avons au niveau du pays, qui ont vraiment été pour nous une référence, c'est qu'on puisse les célébrer, faire leur reconnaissance de leur vivant. Dans l'autre actualité, des chiffres à accroissement fort retentissants, la manifestation Vodou Days 2026 a attiré environ 740 000 personnes sur 3 jours, soit plus de 70% de progression par rapport à 2025. L'événement culturel s'affiche de plus en plus comme le plus valorisateur du patrimoine immatériel pour un rayonnement du Bénin à l'international. Ariane Da Silva revient ici sur un événement qui s'impose désormais dans l'agenda culturel national.
Près de 100 000 visiteurs en 2024, 435 000 en 2025 et plus de 700 000 recensés en 2026. La progression constante des chiffres de fréquentation confirme l'intérêt croissant du public béninois comme des visiteurs étrangers. Les Vodou Days sont passés d'une ambition à un rendez-vous incontournable, nourri par la passion, l'innovation et l'engouement du public. Portée par la vision du gouvernement, l'initiative s'impose désormais comme un événement culturel majeur au service de la valorisation du patrimoine immatériel et du rayonnement du Bénin à l'international. Chaque année, pendant plusieurs jours, la ville de Ouidah devient le cœur battant des Vodou Days. Rites ancestraux, cérémonies traditionnelles, danse, art et savoir endogène s'y déploient dans une atmosphère à la fois spirituelle, festive et fédératrice. Les Vodou Days reposent également sur une organisation rigoureuse et maîtrisée. Sécurité renforcée, dispositifs d'accueil structurés, programmation riche et inclusive, forte mobilisation des communautés locales. Autant de facteurs qui contribuent année après année à attirer un public toujours plus nombreux. Au-delà des cérémonies et des célébrations, les Vodou Days génèrent des retombées économiques significatives dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de l'artisanat, des transports et du tourisme culturel. À travers les Vodou Days, le Bénin veut faire de son patrimoine un levier de développement durable et de fierté nationale. À Cotonou, les week-ends riment de plus en plus avec sorties, balades et détente. Des espaces publics deviennent de véritables lieux de rassemblement où familles, couples et jeunes viennent respirer et se retrouver. Direction l'esplanade de l'Amazone et le monument Bioguera, deux sites qui attirent du monde. Immersion avec Rebecca Kenjaouli. Ici, on ne vient pas seulement admirer un monument, on vient respirer, marcher, se retrouver et parfois simplement exister. Et oui, l'esplanade de l'Amazone est devenue l'un des principaux sites d'attraction ici même à Cotonou. Entre selfies, échanges, l'esplanade est devenue un espace où se croisent détente, loisirs et simplement découverte. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien, et vous? Je vais très bien. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez découvert l'esplanade de l'Amazone et pourquoi être ici un dimanche soir? Rastafari Amazon Eye. En fait, je suis venu chez un grand frère, ce dimanche, et j'ai oublié que je suis dans le pays des Amazones. Donc, on devait partir. Donc, il y a un grand frère qui a dit, attends, on n'oublie pas quelque chose. On a dit quoi? On a dit les Amazones. Et là, voilà, même derrière moi, vous voyez, ici, c'est impressionnant en fait. C'est impressionnant. Ce n'est pas seulement admirer un statut, mais c'est pour respirer l'air de la mer avec tout ça là, c'est beau. Est-ce que vous allez recommander l'esplanade de l'Amazone une fois de retour à Lomé? Forcément, j'ai pris des photos, ça va circuler. Et il y a un grand frère qui est là, et il va témoigner. Il est béninois? Non. Non, je suis togolais, promoteur culturel. Ici à Cotonou, comme d'habitude, j'ai l'habitude de venir ici. Et je peux vous dire, ce n'est pas une publicité, the place to be is here. Là où on doit être actuellement, c'est ici, à la place Amazone. Amazon bona distrait milewe e kan ko enua atero souci bogo sikoto gbogbo afio aro va vie pon we omo souci na de popere don no ezo mi wa Amazon fi bona distrait milione mi ka ja mi na pon mo to ami mi no biogbe bebe mi ton le e o mi da distrait mi de pere ro Amazon. Direction maintenant le monument Bioguera, autre symbole fort de l'histoire nationale. Ici aussi, l'ambiance est similaire. Des visiteurs curieux, des amoureux en balade et des citoyens venus profiter simplement du cadre. Je suis venu accompagner un ami qui est venu du Burkina. Et comme en ce temps-ci, on parle beaucoup du Bénin, donc j'ai profité pour lui montrer tout ce qui est monuments et les places qu'il y a
sur Cotonou. Vous l'aurez compris, à Cotonou, les week-ends ne se racontent plus seulement à la maison, ils s'écrivent désormais à ciel ouvert. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même canal. Voilà, Alain, c'est à vous. Merci, Génial, et bonne journée à vous, mesdames, messieurs. Nous disons donc un grand merci à Génial qui nous présentait donc les informations d'ici et d'ailleurs. Et comme je vous le disais en titre, mesdames, messieurs, des enseignants se retrouvent dans un creuset pour mieux défendre leurs intérêts, mais aussi et surtout apporter leur soutien à la gouvernance actuelle. On va installer notre invité avec ceci. Ils disent pouvoir apporter leur soutien, leur savoir-faire à une école nouvelle, une école qui forme davantage, une école qui prend en compte les intérêts aussi bien des apprenants, des parents, mais aussi et surtout les leurs. Eux, ce sont des AME, des aspirants au métier d'enseignant. Ils sont regroupés dans un mouvement qu'ils appellent Mazaré. Nous recevons ce matin le président, M. Hervé Serge Agossou. Bonjour. Bonjour, M. Alain. Comment allez-vous? Oh, Dieu merci, ça va bien. Alors, c'est quoi votre mouvement Mazaré? Eh bien, merci beaucoup, M. Alain. Et si vous me permettez, avant de répondre à votre question, je voudrais, au nom de tous les AME, présenter les vœux les meilleurs à tout le gouvernement et à son chef, le président Patrice Talon. Nous lui souhaitons la santé, la paix, et comme lui-même, il aime à le dire, nous lui souhaitons la longévité pour qu'il puisse voir toutes les réalisations de ses successeurs. Donc, nous lui présentons en résumé santé, paix et longévité. Mazaré, qu'est-ce que c'est? Le Mazaré, vous savez, c'est le mouvement des AME soutenant les actions de la rupture pour une éducation de qualité. Donc, c'est la dénomination donc, de notre mouvement. Ainsi donc. On pourrait vous demander pourquoi des enseignants, des AME, disons littéralement des personnes en début de carrière, chargées de former nos enfants, versent dans la politique. Oui. Vous savez, au départ, nous n'avions pas versé dans la politique. Vous savez, nous étions dans des organisations fêtières depuis 2019, lorsque nous étions dans le système. Et avec des plaidoyers, avec par rapport à, à nos conditions de vie et de travail, nous avions souhaité qu'il y ait beaucoup d'améliorations par rapport à nous, par rapport à notre corporation. Donc c'est en 2024 que nous avions décidé de jeter le masque, à voir toutes les réalisations donc, du président Patrice Talon. Nous nous sommes dit, tiens, il faut quand même soutenir ce gouvernement à voir les réalisations dans tous les domaines, notamment dans le système éducatif. Nous avions dit que nous allons soutenir cet homme-là pour que son action puisse continuer et que nous ayons quand même une éducation de qualité et en quelque sorte faire une continuité pour que celui qui va dire, qui pourra quand même continuer ses œuvres, qui puisse venir et continuer également les œuvres pour une éducation de qualité ainsi que pour notre bien-être également. Hervé Serge Agossou, en quoi consiste concrètement votre soutien au président Patrice Talon à travers votre mouvement? Vous savez, à travers notre mouvement, comme je le disais en l'entame de cette émission, nous avions dit que nous avions décidé de jeter le masque. Vous savez, en 2016, l'école était pratiquement en agonie, avec une pénurie d'enseignants dans le système de l'école maternelle, primaire et secondaire. Donc, après le recrutement de 2016, le gouvernement a eu recours à une évaluation diagnostique en 2018 et il y a eu la formation d'une base de données en 2019 puis en 2020. Donc, c'était pour combler le vide des enseignants en ce moment-là. Donc, en 2020, il y a eu ce déploiement des AME et au fur des années, il y a eu des améliorations. Donc depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous avions noté des améliorations notables au niveau donc, de notre corporation,
C'est vrai qu'au début, ça a été difficile, mais à l'heure où nous vous parlons, je crois qu'à 90%, nous sommes déjà satisfaits par rapport à ce que ce gouvernement est en train de faire. Alors, si à 90%, comme vous le dites, vous êtes satisfait, qu'est-ce que vous venez alors chercher dans la politique pour apporter une éducation de qualité? Oui, une éducation de qualité. Vous savez, si vous avez quelqu'un qui fait bien, vous n'allez pas rester dans votre chambre pour l'acclamer. Vous n'allez pas rester peut-être dans un couloir pour l'acclamer. Vous sortez, vous jetez le marbre pour dire que celui-là, c'est celui-là qu'il faut pour le Bénin. C'est celui-là qu'il faut pour une éducation de qualité. Donc, nous sommes sortis pour dire, voilà, Monsieur le Président, malgré nos difficultés, malgré nos attentes, nous sommes derrière vous, nous vous soutenons. Nous vous soutenons pour que vos actions prospèrent, pour que vos actions puissent quand même donner quand même un bon rendement, pour que nous, qui sommes les enseignants, pour que nous, qui sommes les AME, nous vous soutenons malgré qu'on n'a pas encore toutes les conditions requises pour que tout se passe bien pour nous. D'accord. Alors, déjà que vous êtes au front en matière de formation des enfants, comment est-ce que vous arrivez à jumeler action professionnelle et action politique? Oui, vous savez, c'est vrai que nous sommes dans notre début, nous sommes au début de notre formation et également avoir le président Patrice Talon qui est là actuellement. Il y a eu beaucoup d'améliorations, comme je disais, sur tous les plans, notamment dans le domaine de l'éducation. Et comme je le disais, aujourd'hui, vous savez, depuis 2019 jusqu'en 2024 aussi, nous avions eu beaucoup d'avantages. Vous savez, aujourd'hui, je suis l'un des points focaux donc, des AME au niveau de la CNSS. Je vous dis, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tous les AME ont déjà leur allocation familiale. Alors qu'au départ, ce n'était pas comme ça. On nous devait des mois, c'est après que nous avons ça. Donc, nous avons l'allocation familiale de 2025. Aujourd'hui, tous les AME ont déjà cette allocation familiale. Et ça aide beaucoup les AME. Ça aide beaucoup les AME. Et vous savez également, nous avions également eu des avantages par rapport aux prises en charge. Prises en charge d'un ACDPE, les AME également ont. Nous avions également les congés de maternité. Avant, les femmes AME n'avaient pas ce congé de maternité. Aujourd'hui, les femmes AME ont 14 semaines par rapport à leur congé de maternité, 8 semaines avant la naissance de leur bébé et 6 semaines après la naissance de leur bébé. Aujourd'hui, les enfants des AME sont exonérés des frais de contribution scolaire. Est-ce que vous savez? Donc, il y a eu beaucoup d'améliorations. Et déjà en 2024 passé, en mars de 2024, nous sommes passés de 9 mois, 10 mois, 11 mois, jusqu'à 12 mois. Aujourd'hui, nous sommes à 12 mois, avec une augmentation de 20 000 francs sur nos rémunérations par mois. Quand vous parlez de 12 mois, que vous êtes à 12 mois, vous parlez de quoi concrètement? Je parle de nos rémunérations. Vous avez vos salaires 12 mois sur 12. Avant, ce n'était pas 12 mois. Nous sommes passés de 9 mois, 10 mois, 11 mois. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à 12 mois sur 12. Avec tous les avantages que je viens donc de vous. Et donc, progressivement, le gouvernement a donc amélioré vos conditions de vie et de travail. Vraiment. Alors, le Mazaré est constitué de qui? Et pour 2026, comment est-ce que vous vous positionnez? Oui, vous savez, le Mazaré est constitué des AME, rien que des AME. Rien, exclusivement que des AME? Exclusivement que des AME. D'accord. Et vous savez, sur le plan politique, vous savez, par rapport même à ces élections passées, aux élections communales et municipales, nous avions donné le mot d'ordre à nos militants de voter soit l'UPR ou le BR. Les campagnes sont terminées, les résultats sont sortis. Bien sûr. Donc, vous avez vu les résultats, vous avez vu que ça n'a pas raté. Ils ont suivi notre mot d'ordre. Et également, par rapport aux élections présidentielles, puisque c'est là où nous avions formé effectivement le mot d'ordre, pour donner un coup de pouce au président Patrice Talon, pour dire que nous, les AME, malgré nos difficultés, malgré nos attentes,
nous sommes avec lui matin. Justement, vous avez sorti le mot, M. Serge Hervé Agassou, les attentes. Aujourd'hui, à travers votre mouvement, quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis du gouvernement du président Patrice Talon? Oui, les attentes. Vous savez, avant de répondre à votre question, je voudrais dire, vous m'avez posé une question tout à l'heure, et je disais que par rapport sur le plan politique, et en 2026, vous savez, nous, notre objectif maintenant, c'est la mobilisation. Nous allons mobiliser les enseignants. Nous allons mobiliser les AME. On n'en est pas encore là, la campagne n'est pas ouverte. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Parlez-moi des attentes que votre mouvement Mazaré a vis-à-vis du gouvernement actuel. Oui, vous savez, je voudrais sincèrement remercier le président Patrice Talon du fait qu'il a initié ce système d'Aspirana. Parce que vous savez, le système d'Aspirana a considérablement amélioré la situation des communautés, la situation des vacataires et la situation même des enseignants du privé. Ça a vraiment amélioré la situation de ces acteurs-là. Et je crois que l'attente que nous attendons du gouvernement, le gouvernement nous a fait une promesse. Et vous savez, quand le président Patrice Talon fait une promesse, il le fait. Et nous avons la conviction qu'il fera cette promesse-là. C'est quoi cette promesse finalement? Cette promesse, c'est le reversement. C'est le reversement des AME. Et je crois qu'il en a promis. Et comme nous le disons à nos collègues, nous avions dit, le président Patrice Talon, à voir toutes les réalisations qu'il a déjà faites, qu'il ne peut pas laisser ce système que lui-même il a initié, il ne peut pas laisser ce système par terre et partir. Donc il fera quelque chose par rapport à nous les AME, qui ne nous laissera pas. Qu'avant son départ, dans moins de 4 mois, il fera quelque chose pour nous. Nous, au niveau de Mazaré, nous sommes convaincus que quelque chose sera fait dans ce sens pour nous les AME. Serge Hervé Agassou, je rappelle que vous êtes le président du mouvement Mazaré, constitué rien que des AME soutenant les actions du chef de l'État Patrice Talon. Si vous avez un dernier mot, que diriez-vous ce matin? Oh, le dernier mot que je vais dire, vous savez, les chrétiens catholiques ont l'habitude de faire une prière dans leur célébration eucharistique. Ils disent, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous disons également au président Patrice Talon, dites-nous seulement une parole et nous serons guéris. Merci beaucoup, M. Alain. En espérant que votre prière soit exaucée, ainsi que celle de tous les autres Béninois qui ont des attentes vis-à-vis du gouvernement du président Patrice Talon. On vous souhaite bon vent et que le Mazaré continue de grandir, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Allez, chers amis, c'était là l'instant politique avec notre invité, le président du mouvement Mazaré, des AME qui se retrouvent donc pour soutenir l'action du gouvernement et surtout participer de façon active à l'amélioration de plus en plus croissante de leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. C'était donc Instant Politique. Nous allons dresser le tapis à Patrick Josso. Ça va être événement à la une. Événement à la une, vous le savez, depuis quelques années, le Bénin se positionne comme la vitrine du tourisme en Afrique. Et ce matin, nous allons parler de 2 sujets principalement avec Patrick Josso. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé. Comment ça va? Ça va très bien. Par la grâce de Dieu, on est en pleine forme. Tout à fait. Et on est en forme pour parler de ce tourisme-là, un tourisme qui est installé totalement au Bénin, qui nous permet d'être coordonnés, d'être connectés avec le monde. Ce matin, dans le premier sujet, Patrick, vous nous emmenez en Chine. Vous dites que le cheval, l'année du cheval est au galop pour aller à Neki. Exactement. L'année du cheval. Oui. Vous savez, la Chine, c'est un pays où le calendrier, un calendrier solaire et lunaire. Calendrier solaire et lunaire qui fait que on n'a pas les mêmes dates de Nouvel An. Le Nouvel An chinois pour cette année 2026, c'est la nuit du 16 au 17 février prochain, d'accord? Et ce Nouvel An, l'année qui est en train de s'achever, c'est l'année du serpent. Le Nouvel An
qui vient, c'est l'année du cheval. Donc l'année du cheval va commencer. Et au Bénin, quelle est la région qui est la plus concernée quand on parle de cheval? C'est bien Niki. Bien donc, sûr. Cheval, on a des cavaliers là-bas et peut-être donc, cette année, en 2026, pour la gagner, nous aussi, on va s'exercer à être des chevaliers. Pourquoi pas? D'accord. On sera des cavaliers. Alors, je reçois aujourd'hui pour parler de cette année du cheval, pour parler de tout ce qui tourne autour de la fête du printemps. Je reçois quelqu'un que nous connaissons déjà. C'est une personnalité du monde culturel, une personnalité du monde cinématographique et du monde théâtral et même des écrivains. C'est un écrivain, j'ai parlé de lui il y a quelque temps ici avec Yenou. Il s'appelle Claude Kokou Balogun, pardon. Monsieur Balogun, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour. Chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très heureux de voir le plateau, le studio. Tout est très beau maintenant. Oui, merci. Tout est très beau. Et justement, parlant de beauté, vous avez pensé et accompagné, et ça fait déjà quelques années que vous accompagnez le Centre culturel chinois, Gangan Prod, dont vous êtes le PD, le président directeur général, accompagne le Centre culturel chinois pour une opération. Vous avez déjà une opération, c'est cinéma dans la cité. Et le centre a une quinzaine du cinéma chinois ou quinzaine cinématographique chinoise au Bénin. Oui, au Bénin. Comment l'idée est venue? Est-ce que vous étiez tranquille quand les Chinois sont venus vers vous? C'est vous qui êtes allé vers eux? Merci pour la question. Je voudrais savoir que dans la vie, lorsque vous faites quelque chose, vous êtes observé. Oui. Depuis 18 ans, j'ai décidé en tant que cinéaste, en tant que médiateur culturel, organisateur d'événements, j'ai décidé d'apporter le cinéma à la population. Oui. Et chaque année, à l'époque, je faisais 36 villes, chaque année, gratuitement. Et le grand écran s'installe dans les contrées. J'avais commencé à choisir les villes où il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'électricité, et ça donne beaucoup d'attractions. Et n'ayant pas abandonné depuis ces 18 ans, il y a 8 ans, la coopération chinoise m'a appelé pour que je les accompagne à diffuser des films chinois en version française. Et depuis lors, on est ensemble. Et dans le cadre chaque année du Nouvel An chinois, nous faisons la programmation. Et nous allons dans 15 villes, et c'est ça qui est devenu la quinzaine cinématographique chinoise au Bénin. Et c'est toujours le bonheur dans toutes les villes où on passe. 15 villes. Oui, c'est ça. Ça sonne bien. Ça c'est un film qui montre Mulan, la guerrière. Oui, et Mulan, la guerrière, un film, ça vous rappelle quelque chose? Ben oui, bien sûr. C'est une guerrière qui se bat beaucoup. Oui. Mais ce qui est important dans le choix de ce film cette année, c'est l'emblème du Nouvel An chinois de cette année. Oui, parce que chaque année, on a connu l'année du panda, on a connu l'année du dragon, l'année dernière seulement, et cette année, c'est l'année du cheval. Alors, c'est ça qui a gouverné la programmation cette année. D'abord, le choix des films par rapport aux chevaux et le choix des lieux qui ont une pratique équestre. Et c'est ainsi qu'on sera dans les royautés, les royaumes où il y aura des cavaliers, où ils ont l'habitude d'utiliser des chevaux. Voilà. On peut avoir une idée de ces royaumes, à part Niki. Bon, à part Niki, nous avons un royaume qui s'appelle Gamian. Gamian, c'est à environ 15 de kilomètres, enfin 12 minutes plutôt, de Bembereke. Oui, de Bembereke. Nous avons Djougou qui va recevoir, et c'est toujours dans les palais royaux. Nous avons Natitengu, et là, ce n'est pas dans un palais, mais c'est dans un quartier chaud de Natitengu. Nous aurons également, pour les villes, nous avons Parakou. Évidemment, on sera installé dans le palais de Parakou. Nous serons à Savalou, au palais royal de Savalou également. Donc, dans les palais royaux, nous nous installons et voilà.
Alors, comment ça se passe de manière pratique? Quand vous venez, vous vous installez au palais, vous installez le matériel pour la projection. Oui, les populations viennent gratuitement. C'est gratuit. C'est gratuit. Depuis 18 ans, Cinéma de la Cité, c'est gratuit pour que nous apportons de la culture saine, comme on le dit, aux populations. Il se fait que pendant ces 18 ans, nous avons mis en place une équipe. D'accord. Nous avons des représentants dans toutes les communes du Bénin. Et dès lors que nous choisissons, nous mettons tous ces représentants dans un groupe et on commence à communiquer. C'est les éléments coordonnateurs régionaux qui véritablement organisent sur place la projection. Les demandes d'autorisation, la présence de la police républicaine que nous remercions véritablement en même temps, les autorités locales et les chefferies traditionnelles. Voilà. Alors, Monsieur Claude Kakou Balogun, moi j'ai bien envie de vous poser la question. Quand vous avez l'opportunité de parcourir tout le pays depuis 18 ans et que depuis 8 ans, cette collaboration avec le peuple chinois, je vais dire, est arrivée, est-ce que vous avez su trouver l'alchimie qui pourrait vous aider à imbriquer ou bien impliquer, je vais dire, le cinéma béninois dans ce programme? Justement, à chaque projection, il y a toujours un film béninois qui est projeté. D'accord. Il y a le film chinois, mais avant, il y a un court-métrage béninois, soit réalisé par moi ou réalisé par d'autres réalisateurs béninois qui me confient leur production, ou des films réalisés sur les localités. Vous savez, il y a beaucoup de films que j'ai pu réaliser sur les localités, sur les royautés, sur l'existence des villages. Pourquoi ces villages-là et ces films-là sont projetés. Et ça donne en même temps l'envie aux populations. Vraiment, ils se revoient à l'écran, sur le grand écran de 9 mètres carrés. Voilà. Imaginez que au démarrage le 31 prochain à Ganvier, ça sera un film réalisé sur Ganvier qui va être projeté. L'illumination dans le visage de la population, c'est toujours du bonheur pour nous, du plus bonheur. Oui, en parlant de bonheur, et à la fin, j'ai pu comprendre qu'à la fin, vous posez des questions aux populations. Bien sûr. D'abord, lorsque l'équipe arrive dans la localité, l'équipe fait un reportage de 3, 4, 5 minutes selon, sur l'histoire de la localité. D'accord. Donc, vous imaginez en tant que réalisateur, toutes les personnalités qu'on peut interviewer, ce n'est pas les hommes politiques en tant que tels. Mais les sachants, les détenteurs de la tradition, nous les interviewons. Les particularités qu'il y a dans ces localités-là, nous filmons, telles que les rythmes, les tam-tams, les collines. Nous avons été à Copargo, on a filmé la population, ainsi de suite. Alors, dès lors qu'on finit ça, la population arrive à partir de 17h, 18h, la musique commence, les gens arrivent. Nous prenons des groupes folkloriques ou des groupes d'animation de la localité pour haranguer un peu la foule. Les gens arrivent gratuitement, nous projetons les films. Et on pose des questions à la population maintenant. Et ces populations ont la possibilité de gagner des t-shirts selon l'année, selon les partenaires qu'on a. Cette année, ils vont gagner de l'eau. Je ne cite pas le nom de l'eau, mais ils vont gagner de l'eau, ils vont gagner des t-shirts édités par nous, mis à disposition par la coopération chinoise, surtout le centre culturel chinois, des gadgets et surtout la représentation de l'emblème de l'année. Cette année, ce sera le cheval qu'on va distribuer un peu partout. Oui, distribué un peu partout. Ce sera le cheval. On suit un deuxième élément qui parle, qui nous montre un autre film, un pan de film. On suit cet élément. 2026 en Chine, l'année du cheval, nous invite au courage, au mouvement et à la rencontre des cultures. À l'occasion des festivités du Nouvel An chinois, le cinéma chinois part à la rencontre des peuples du Bénin. 15 villes, 15 projections, 15 rendez-vous populaires au cœur des royaumes et des terres de tradition équestre. Le 31 janvier 2026, la tournée démarre officiellement à Ganvier. Cité lacustre unique au monde. Ketu, Pobé, Abomey, Savalou, Alada, Dogbo, Bante, Djougou, Copargo, Natitengu, Gamia, Parakou, Niki. La quinzaine cinématographique chinoise traverse le Bénin, rassemble et nourrit les âmes. Mulan,
Ip Man. Détective D. Yang Feong. Vanguard, etc. Des films chinois en version française projetés gratuitement sur écran géant. Le 28 février 2026, la grande clôture aura lieu à Porto Novo, capitale du Bénin. Quinzaine de la tournée cinématographique chinoise au Bénin 2026 avec le Centre culturel chinois au Bénin et Ganga Productions, le cinéma en partage. Oui, tout est dit. Tout est dit. À Porto-Novo. Voilà, on commence à Gambier, on va au nord, on finit à Porto-Novo. Moi, je voudrais sincèrement vous remercier pour le travail que vous faites et pour la chance que vous me donnez de venir parler de cette tournée. Je remercie la coopération chinoise, et surtout le Centre culturel chinois et son directeur, le nouveau directeur d'ailleurs, qui continue l'aventure avec moi. Je remercie toute la population, la police républicaine, et je donne rendez-vous à tout le monde le 31 à Gambier. Imaginez le grand écran qui se reflète dans l'eau, la population sur des barques pour regarder un spectacle inédit. Voilà. Ça va être encore un autre spectacle. C'est un autre spectacle. Je quitte ici, je vais à Gambier pour préparer, diriger les gens, montrer aux piroguiers comment se comporter pour que ça se passe en pleine sécurité. On vous souhaite plein succès. Hein. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, Patrick. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Je voudrais bien y être pour voir ce que ça fait, être dans une barque pour voir un film. Et puis, une barque qui ne doit pas bouger. Qui ne doit pas bouger, voilà. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sinon, votre deuxième invité est déjà dans les coulisses. Oui, il va prendre la place de Claude Kokou Balogun. Oui. Et vous avez choisi de parler de Eat and Drink. Oui, Eat and Eat. Enfin, eat, manger, et drink, et boire. C'est un événement qui est maintenant à sa 7e édition. Vous savez, ça fait 6 ans que ça se passe, disons 7 ans que ça se passe. Et c'est au Palais des Congrès. Un événement qui rassemble du monde. Et chaque année, c'est du monde qui se retrouve en train de manger, en train de boire, en train de déguster, de festoyer. Oui. Alors, c'est un événement qui va commencer demain. Demain, on est déjà le 27. Donc, 7e édition, le 27. Oui, on va en parler avec Christelle Bankole. Christelle Bankole, bonjour. Vous êtes membre du comité d'organisation de Eat and Drink. Comment est venue cette idée, Eat and Drink? Et pourquoi avoir choisi le nom en anglais au lieu du français, manger et boire? Bonjour, très chers téléspectateurs. Alors, le Eat and Drink Festival, c'est tout simple. Eat, c'est manger. Oui. Drink, c'est boire. Oui. On n'a pas voulu tourner autour de mots qui allaient compliquer la tâche aux gens. L'idée, c'était que le nom soit assez évocateur pour que les gens s'y retrouvent. Et c'est plus court que manger voilà, et boire. Et manger et boire. C'est manger et boire, je pense que c'est l'une des choses les plus naturelles, les besoins les plus naturels qu'on a aujourd'hui. Et pour nous, c'était important de fédérer un jeune public, des entrepreneurs autour d'un sujet, manger et boire, tout simplement. Donc voilà le why. Pourquoi? Alors, comment ça se passe? Ou qu'est-ce que c'est que ce Eat and Drink? C'est venir simplement manger et boire ou bien il y a autre chose qui tourne autour? Alors, ce qui est très important de notifier aujourd'hui, c'est que habituellement les gens sortent parce qu'ils se disent qu'ils vont se divertir. Mais il faudrait savoir que le Eat and Drink Festival est une initiative qui a pour objectif de mettre en lumière les entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs qui sont dans le domaine de la restauration et ceux-là qui font des produits agroalimentaires. Donc, depuis la première édition, l'idée, c'était de créer une arène, de faire venir des gens qui n'avaient pas forcément de point de vente physique, mais qui étaient dans la vente en ligne et qui ne se faisaient pas voir assez. Nous, notre travail, c'était de ramener le public, au fait, à ces entrepreneurs-là, de permettre de faire connaître leurs produits et donc d'inviter la population aussi à découvrir les spécialités que nos entrepreneurs font. Alors, pour cette 7e édition, l'intégration africaine se retrouve au menu principal de manifestation. Parlez-nous-en. Alors, pourquoi nous avons choisi l'intégration africaine? C'est qu'on reste dans l'esprit dans lequel le pays aussi est aujourd'hui, c'est de se faire connaître aux autres. Mais depuis la première édition, on a des restaurateurs qui sont d'autres nationalités et qui sont présents. Donc, l'idée nous est venue cette année-ci de pouvoir mettre un accent sur ces acteurs d'autres pays
qui sont là et qui sont présents. Donc, on a des pays qui ont manifesté le besoin de venir sur le Eat and Drink Festival. On a des festivals qui sont similaires dans d'autres pays. Et donc, des festivaliers ou des exposants de ces autres festivals ont manifesté le besoin de venir. Et c'est ce qui a justifié qu'aujourd'hui, on a relativement 9 nationalités africaines qui sont présentes sur le festival pour cette 7e édition. Oui, 9 nationalités pour cette 7e édition. On suit un élément qui nous fait un petit récapitulatif de la 6e édition. Un premier élément. Comme ça, t'entends Eat and Drink, boire, manger, consommer, buvez. Le festival était pas mal. Franchement, la 6e édition, ça se passe plutôt bien. Et aujourd'hui, c'est le premier jour d'ambiance. Donc, on va un peu voir comment ça va se passer. Et on verra bien la suite, quoi. On est content de passer découvrir cette fête. On ne connaissait pas, les gens sont souriants, il y a de la musique, voilà, c'est sympathique. Maintenant, il nous reste à attendre la fin. Bonsoir, moi c'est Vingpe Dorian. Bon, l'événement est magnifique comme chaque année, hein. Je n'aime ça. Je suis monsieur Rachad Da Silva. Les jeunes me demandent quel engouement on trouve dans Eat Drink Festival. Mais je pense que c'est un festival pour tout le monde, hein, pour tous les âges. En tout cas, je pense que c'est une bonne initiative, pas que pour les jeunes, pour toute personne se sentant en forme de se déplacer. On est ici depuis quelques heures, c'est un peu intéressant. Il y a des stands de nourriture que j'aime beaucoup manger. À part ça, il y a quelques games comme les billards et tout que j'ai vraiment aimé. Eat and Drink, c'est like this. Eat and Drink, c'est... Ils ont vraiment aimé. Oui, hein. ils ont aimé. Alors, donc ça, c'est la 6e édition. Bien sûr. Et on a remarqué au niveau des images que ça, c'est parti de la journée jusqu'à la nuit. Comment ça se passe? Ça commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? Alors, le festival ouvre ses portes à partir de 9h. Oui. Donc, c'est demain, mardi 27 janvier 2026. Oui. Ça commence à 9h. À partir de 9h. À partir de 9h. Les exposants sont déjà installés. Oui. Et donc, au cours de la journée, il y a divers programmes. Ce que nous savons, c'est que nous avons des points clés. Entre midi et 2, on a généralement des responsables d'entreprise, en tout cas des fonctionnaires qui vont venir, généralement pour prendre le déjeuner. On fait de la mise en lumière sur chaque stand parce que c'est généralement une centaine d'exposants qui viennent. Donc, on a une sorte de mise en lumière sur chacun des exposants avec leur spécialité. Et en soirée, généralement, on festoie, on invite sur les platines des DJ qui vont se charger de donner au fait une ambiance assez joyeuse au public. Voilà. On va suivre une soirée, une des prestations de soirée. On suit un élément qui parle de la soirée, qui nous montre une soirée, une partie de soirée, un extrait de soirée. Le premier meilleur danseur de la soirée qui gagne un t-shirt avec Celtic. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour lui? Ça se passe devant la scène. Ça se passe devant la scène. On est en train de dire qu'on va s'inviter ou s'éviter pour cette année. Non, pour un tel festival, je crois qu'il faut s'inviter, mais parfois il faut s'éviter aussi. Mais, vous avez vu cet engouement-là, la danse le soir, donc toute la journée. Et il y a d'autres images qui vont venir tout à l'heure qui vont montrer qu'en journée, il y a encore d'autres jeux, comme des jeux de sac, sauts de... Enfin, des sauts en sac. Donc, il n'y a pas d'âge, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'âge pour venir à Eat and Drink. On a vu sur les images que l'année dernière, c'était beaucoup plus... enfin, on a aperçu le canal Olympia, donc c'est du côté de Hologdem. Mais cette année, dites-nous exactement, de façon géographique, l'événement va se passer où?
De quelle heure à quelle heure et pendant combien de jours? Ok. Alors, on a eu l'édition précédente était au Palais des Congrès. Cette édition-ci, nous allons retourner au lieu qui s'appelait Canal Olympia et qui est aujourd'hui le Majestic Wologede. Voilà, que nous allons nous retrouver cette année-ci. Le Eat and Drink Festival commence donc un mardi et finit un dimanche. Nous avons pour habitude de procéder comme ça parce que les mardis, généralement c'est la semaine. Donc on a un public assez varié qui vient. Le week-end, c'est un public qui est, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'affluence aussi parce que les familles sortent. On a des espaces de jeux pour les enfants. On organise des jeux aussi en cours de journée pour brasser quand même le public, que les gens arrivent à se retrouver. Donc cette année-ci, on va se retrouver sur l'esplanade du Majestic Wologede. Le public est habitué au lieu parce que nous avons commencé cette aventure-là. Nous y avons fait 4 ans avant de partir sur l'esplanade du Palais des Congrès. Donc en quelque sorte, on est de retour là où l'histoire a commencé. Donc oui. Cette année, ce n'est pas au Palais des Congrès. C'est à Majestic Wologede. Quelles sont les conditions pour accéder au Majestic Wologede pour participer à ce festival? Alors pour les festivaliers, nous avons des prix d'entrée de 1000 francs. D'accord. Mais c'est ouvert quand même à tout le monde? C'est ouvert au public. D'accord. Oui. D'accord. OK. Alors, et vous avez évoqué des festivaliers qui vont venir de l'étranger. Est-ce qu'ils viennent déjà avec leur mets? Est-ce qu'ils sont déjà installés ici? Ce sont des festivaliers qui sont ici ou bien ils vont venir carrément vraiment de l'étranger? Alors, je peux vous dire officiellement qu'on a quand même 3 nationalités qui sont invitées. Donc, ce sont des restaurants qui ne sont pas sur le territoire béninois, mais qui vont venir quand même pour présenter leur spécialité. Ils viennent essentiellement du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Les autres nationalités, parce qu'il faut dire quand même qu'il y a beaucoup de restaurants, par exemple d'autres origines qui sont ici, ils avaient déjà l'habitude d'être sur le festival et pour nous, c'était tout simplement une façon de les mettre en lumière davantage. Donc, ils sont sur le territoire et ils vont pouvoir s'installer ici. D'accord. Merci. Eat and Drink Festival, oui, Cotonou. Oui. Donc, ça commence demain. Oui. Majestic à Wologede. D'accord. De 9h à... On finit généralement à 1h du matin. 1h du matin. Donc, le show peut les gens peuvent continuer à se restaurer, mais voilà, pour respecter quand même l'environnement, on a des périodes où on s'arrête à 1h du matin. À 1h du matin. Et la sécurité est assurée? Sécurité assurée, nous prenons toutes les dispositions. Nous avons aussi l'accord des autorités donc on vérifie chaque détail avant de... Parce que nous drainons quand même près de 40 000 festivaliers chaque année. Donc nous vérifions tous ces détails-là de sorte à ce que le public soit en sécurité. 40 000 festivaliers. Nous avons fini donc par nous dire on y sera. Tout le monde y sera. Donc Eat and Drink 2026, on y sera. Nous allons partir d'ici, oui, pour dire que cette semaine, déjà, on commence par annoncer ce qui va venir dans quelques jours, dans une quinzaine de jours, non, plus d'une quinzaine de jours. Et c'est quoi? Mais c'est le 14 février. Ah oui, le 14 février arrive à grands pas, la fête des amoureux. Oui, la fête des amoureux. Le 14 février arrive à grands pas et ça me permet de penser à une cravate qui est rouge, ici et là-bas. Bon, donc... Sacré Patrick. Non, le 14, on sera là, on va porter les couleurs de l'amour. Oui. On va manifester davantage l'amour que nous avons pour nos téléspectateurs, pour notre pays. Et on fera aussi montre de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Donc ne vous en faites pas. Donc on va préparer tout ça ensemble. On va préparer ensemble. Allez. Et en partant jeudi, pour le 14 février, nous allons tous chanter. Ça me permet de faire recours à quelqu'un qui a fait chanter le public. Je vous laisse découvrir cette image d'une personne qui a fait chanter un public pour un autre festival. Ce qu'on va faire, Patrick, on va réserver la surprise à nos téléspectateurs. Je vous promets que d'ici le 14 février, vous aurez des couples amoureux sur ce plateau. On va gérer tout ça. Je vous laisse partir. Mais avant, est-ce que vous savez que désormais, votre beau costume, vous pouvez ne plus forcément aller chez le couturier pour vous faire prendre les mesures. Vous restez chez vous, il y a une application qui vous permet de prendre les mesures, d'envoyer à votre couturier. Et puis bon, le tour est joué, on vous envoie votre habit.
Ça, c'est à la base un Béninois qui amène cette révolution. On en parle avec Amandine Adiabossou. Mesdames, Messieurs, voici donc Réussite, la rubrique qui va nous présenter donc ce Béninois qui a pensé à cette application que nous allons découvrir tous ensemble. Réussite, Amandine Adiabossou déjà sur ce plateau. Amandine, bonjour. Bonjour à vous Alain. Comment vous allez ce matin? Super bien, On tranquille. constate que la Saint-Valentin a démarré déjà avec mais vous. oui, hein, on commence pas à mettre les ponts, on commence pas à mettre les jalons one by one. Et puis bon, le 14 février, ça va lover ici. Vous êtes bien amoureux? Ah et comment? C'est la vie sans amour, ce n'est pas la vie, vous le savez. Ça manque de saveur. Ça manque de saveur. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Donc aimons-nous. Vivants. Les uns les autres. Amandine, pour bien s'habiller, il faut aller chez le couturier ou la couturière. Eh oui, et là-bas, on prend centimètre, on fait comme ceci. Voilà, et je sais que vous aimez tout ce qui est sur mesure. Le sur mesure, c'est votre chose. Ça, vous le savez. Ou bien? Bien sûr. Donc, on va parler ce matin de mode, chers téléspectateurs. Bonjour à vous. L'intégration de l'informatique dans la couture a transformé donc le métier en un domaine où l'art et la technologie s'unissent. Le couturier, aujourd'hui, n'a plus nécessairement besoin de la présence physique de son client pour prendre ses mesures avec le ruban maître à l'effet de lui confectionner une tenue. La chose a donc été rendue possible grâce à des Béninois qui ont conçu une application web dénommée Taillerie, dont les fonctionnalités transforment le métier de couturier et optimisent ses réalisations. Patrice Tankpinou, bonjour à vous. Bonjour Madame Adiabossou. Merci à vous d'être sur ce plateau. C'est un plaisir, merci de m'avoir. Vous êtes donc le fondateur de taillerie.com. C'est une start-up incubée à Benedata. Et dites-nous déjà comment vous en êtes arrivé là. Bien, merci pour la question, Monsieur Soutiemé, bonjour. Bonjour et bienvenue chez vous. Merci, merci. Oui. Alors, Taillerie, j'aimerais d'abord remettre un tout petit peu dans le contexte. Oui, allez-y. Donc, Taillerie est en réalité une idée qui est partie de l'incubateur Racine de Benedata. Benedata est un cabinet spécialisé en intelligence artificielle qui s'est implanté au Bénin il y a quelques années. Et donc, à travers Taillerie, ce que nous avons voulu faire, c'est vraiment fédérer une industrie pour pouvoir créer une nouvelle filière. Et donc, quand on parle d'industrie, c'est bel et bien les tailleurs, ce sont les designers, ce sont les stylistes, c'est aussi les vendeurs d'étoffes et les livreurs à la fin. Donc, c'est vraiment les ramener tous ensemble à travers cette plateforme-là pour leur donner les outils de faire leur travail de la meilleure façon que ce soit. Et donc, voilà, c'est ce que nous essayons de faire. Et nous n'allons pas le faire tout seul, nous allons le faire bien évidemment avec les utilisateurs, ceux qui, comme vous, commandaient, passer des commandes et se font faire des tenues sur mesure. Et qu'est-ce qui va réellement changer avec votre application quand on parle de la relation couturier-client ou bien tailleur-client? Voilà, alors en réalité, je vais dire que ce qui va changer déjà, je vais adresser ce qui va changer par acteur. Alors, pour les couturiers, un couturier aujourd'hui, à travers l'application Taillerie, n'a plus besoin d'avoir le client devant lui pour pouvoir prendre des mesures. Donc, à travers l'application, vous êtes un client, vous avez besoin d'une tenue, vous allez dans l'application, vous renseignez des informations clés et avec quelques photos, vos mesures sont captées. Et elles sont captées au millimètre près. J'aimerais insister sur ça et je pense qu'on va faire la démonstration tout à l'heure. On va nous servir de modèle. Voilà. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je serai riche? Je pense déjà avoir un agent qui va vous facturer ma prestation. Ah ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc ça c'est déjà ça pour le client. Il n'a plus besoin de se déplacer. Il reste chez lui. Si vous êtes par exemple à l'extérieur, vous êtes en Europe, en Amérique ou en Chine, voilà, dans les pays, n'importe où vous êtes, vous pouvez utiliser cette application-là, renseigner quelques informations clés et avec quelques photos, vous prenez vos mesures et les mesures sont très précises. Elles vont chez le couturier et il peut faire la suite. Surtout qu'aujourd'hui, on a tellement de nos frères et sœurs de la diaspora qui commandent
aux couturiers ici. Donc, ce sera plus facile désormais. Absolument, absolument. Et je pense d'ailleurs que l'idée même, elle est venue de cela parce que voilà, enfin, je ne suis pas trop introduit au départ, mais je suis un passionné, je fais beaucoup de choses. Et quand bien même ma fonction principale, c'est d'être un expert en intelligence artificielle, voilà, il y a beaucoup d'autres choses que je fais. Vous êtes un expert en intelligence artificielle, oui. Donc vous n'êtes pas tailleur, vous n'êtes pas couturier. Non, absolument pas. On a vocation en fait à fédérer le système, l'écosystème, il y a vraiment apporter cet outil-là pour que les acteurs du système puissent mieux faire leur travail. Alors, donc, j'ai parlé du client. Très rapidement, je vais aussi parler des tailleurs. Là, on parle déjà des cibles. Voilà, c'est ça. Donc, un tailleur, aujourd'hui, n'a plus besoin de se limiter, en fait, à sa zone géographique. Donc, n'importe quel tailleur qui est sérieux et veut travailler correctement peut tout de suite aller sur la plateforme, s'enregistrer, et voilà, nous contacter, on va l'enregistrer et à ce moment-là, il pourra avoir accès à des clients dans le monde entier, véritablement, que ce soit en Europe, en Amérique, voilà, okay, donc, en si Orient. je comprends bien, sur la plateforme, on peut trouver également des clients? Oui, absolument, absolument. Alors, l'idée, en fait, comme je disais tantôt, c'est vraiment de fédérer. C'est vraiment de fédérer. Et puis, quand bien même cette application-là, c'est la face de l'application, derrière, il y a tout un système logistique qui est mis en place pour que il y a une application couturier derrière qui va gérer en fait et vous permettre de pouvoir voir dans la confection de votre tenue chaque étape. Ah bon? Oui, absolument. Ensuite, il y a aussi une application qui est axée sur les vendeurs de tissus. Donc, un vendeur de tissus va pouvoir... On peut faire son choix de tissu sur l'application. Exactement. Va pouvoir mettre son stock et va pouvoir gérer son stock. Et au fur et à mesure que voilà, les commandes sont passées, il va pouvoir renseigner l'évolution de son stock et nous allons pouvoir réagir derrière. Après ça, il y a aussi les livreurs qui ont une application. Derrière, oui, tout à fait. Donc, on a une application dans le background qui nous permet aussi de pouvoir stratégiser et puis allouer à chaque fois qu'une commande rentre, quel livreur doit la livrer, quel tailleur doit la prendre, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, si je vais sur l'application, je peux acheter mon tissu. Oui. Je peux trouver le tailleur ou le couturier. Exactement. Même le livreur qui va me livrer à la fin. Exactement. Nous, on gère tout ça. Tout ce que vous avez à faire, vous allez sur l'application, vous renseignez votre taille, voilà, votre genre et tout. Vous mettez 2 photos et automatiquement, les mesures sont générées. Et nous, derrière, il y a toute une magie qui commence. Donc, dès que ça c'est fait, il y a un livreur qui reçoit une notification, qui va chercher le tissu, il va acheter le tissu. Donc, vous êtes tous, vous êtes chez vous, hein, vous ne bougez pas. Il va chercher le tissu. Ensuite, il délivre le tissu au couturier. À ce moment-là, vous pouvez commencer à suivre les étapes de la couture. À un moment donné, le couturier a fini, il y a une notification qui va vers le livreur. Le livreur reçoit la notification, il va chercher maintenant la tenue complète chez le couturier et vous la portez à la maison. Il n'y a pas d'essayage. L'essayage, ça peut se faire, vous pouvez essayer la tenue, mais avec la précision. Oui, si avec je suis au Canada oui. et que j'ai commandé via l'application une tenue à mon faiseur de bomba par ici ou d'Agbada par ici, je ne pourrais pas l'essayer avant que ça ne vienne au Canada. Oui, forcément. Maintenant, si ça vient au Canada qui a un problème, vous pouvez la renvoyer si vous voulez, si vous le voulez. Voilà. Mais les dispositions que nous avons prises, en fait, et je pense que c'est l'innovation, c'est toute l'innovation. C'est vraiment d'aller au-delà de ce qui est possible avec l'humain. Parce que voilà, l'humain est prône à l'erreur. Et ce que nous avons voulu faire avec Taillerie, c'est vraiment être très précis. Donc, vous allez voir tout à l'heure que les mesures qui sortent sont millimétrées. Mais j'aimerais vraiment dire quelque chose ici qui est très important. Oui, allez-y. Nous sommes très réalistes. Nous n'avons pas vocation à penser que nous pouvons fédérer tout un système parce que nous avons créé une application qui prend des mesures correctement. Et donc, derrière, il y a toute une machine IA et données qui va avec les clients, bien évidemment. C'est ensemble qu'on va pouvoir faire ça. Et nous voulons être la voix de tous ceux qui, à un moment donné ou un autre, ont été frustrés. Je pense que tout le monde a fait cette expérience ici. Et ce n'est pas... on fait des essayages sur essayages et pourtant on n'a pas la mesure exacte qu'il faut. Parfois, vous avez un bon rendez-vous, le gars vous rassure de vous livrer votre costume. Oui. Puis après... Surtout, c'est à la veille des fêtes qu'on assiste à ce phénomène. À la veille des rentrées aussi. C'est ça. Alors, donc, en fait, il y a aussi un système de points. Donc, vous pouvez penser à Taillerie comme étant, en fait, le Uber
ou le gozem, ou le lift, en fait, mais dans le domaine de la confection de vêtements sur mesure. Vous savez, en Occident, c'est un luxe, en fait, de se faire confectionner des tenues, de façon sur mesure. Oui. Mais en Afrique, c'est un mode de vie, c'est notre tradition. Non, C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des milliers de personnes qui vivent de ça. Et donc voilà. Et j'espère que ça ne va pas remplacer l'humain parce que nous, on aime bien discuter avec notre tailleur en face, discuter du prix, s'asseoir dans son atelier, papoter de temps en temps. Ça par contre, c'est une très, très bonne question. Si vous allez arriver sur taillerie, vous allez faire confiance en fait à la technologie pour gérer tout ça derrière. Voilà. Maintenant, on a quand même voulu mettre la possibilité de laisser une note à votre tailleur, enfin au tailleur qui va gérer votre habit. Et donc, il y a une façon de pouvoir rentrer des notes écrites. Vous pouvez même déposer une note vocale au tailleur qui va le recevoir. Vous pouvez même mettre des photos qui vont être reçues. Et c'est le tailleur qui me répond, c'est pas un robot ce ne sera pas un robot, mais ce sera en tout cas, ça viendra en fait de l'équipe soit de taillerie ou du tailleur. Parce que nous avons aussi vocation à organiser en fait le transfert de ce genre d'informations-là, voilà, de jouer ce rôle-là de hub entre les différents acteurs et le client. OK, comment utiliser alors l'application? On va y revenir dessus avec démonstration. Alain, vous allez nous servir de modèle? D'accord, avec plaisir. OK, donc positionnez-vous. Je me mets où? Devant. Il va prendre votre photo. D'accord, avec l'accord de Timothée. Hein. Oui. Timothée, on y va? On peut y aller. Alors, je décris très rapidement déjà comment... Moi, je suis là, je suis la cible. Comment ça fonctionne. Oui. Alors, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est d'aller sur l'application, vous renseignez votre numéro de téléphone, vous choisissez un code, et vous recevez une OTP, donc une confirmation. Vous rentrez la confirmation et puis boum, voilà, vous êtes dans l'application. À partir de ce moment-là, vous choisissez un tissu, vous choisissez un style, vous renseignez votre taille, combien vous faites, et puis vous appuyez sur un bouton, les mesures sont générées. Après ça, vous passez au panier et puis voilà, c'est terminé. Maintenant, il y a une pépite. Il y a une pépite, c'est que vous allez pouvoir voir en réalité vous-même dans le style que vous avez choisi et le tissu. Voilà, exactement. En fait, en quelque sorte, il y a une maquette. Oui, c'est ça. Donc, vous avez ce rendu, cet aperçu-là, qui vous permet vraiment de vous projeter dans ce que vous êtes en train de vouloir coudre. D'accord. Voilà. Donc, on va y aller. On va y aller. Dans les résultats. Voilà, c'est ça, on va y aller. Ah, d'accord. Quel type de costume voudrez-vous que je me fasse? En tout cas, du sur-mesure qui correspond à votre corpulence. D'accord. On va y aller. Monsieur Tankwenou, vous êtes prêt? Oui, on va y aller là. Parfait. Positionnez-vous, Alain. Alors, taillerie.com, on y est. Oui. Alors, on va faire une commande. Il faut déjà montrer l'application à nos téléspectateurs. Ok, je vais reculer là. C'est www.taillerie.com. D'accord. Donc, vous allez dans Google, vous tapez www.taillerie.com. Donc voilà, c'est ça, c'est taillerie.com. Votre caméra est de ce côté. On va le montrer à nos téléspectateurs. Voilà. Comme ceci. Et voilà dans la plateforme, là où vous allez pouvoir vous renseigner. Et ça, c'est au Bénin, avec des Béninois. Oui. Non, ça a été complètement développé ici. Voilà. Comme je vous le disais tantôt, Benedata s'est implanté au Bénin, ça fait environ quelques années. Donc, c'est vraiment en 2025 que nous avons commencé nos activités. Et pour nous, c'était vraiment une façon de montrer. On va aller à la démonstration. On va y aller? Oui. Alors, je renseigne... la taille? Non, je renseigne déjà, en fait, les identifiants pour entrer dans l'application. Là, c'est fait. On est dans l'application. On met le numéro? Oui, ça, c'est fait déjà. Et donc, évidemment, vous êtes un homme. On va partir sur homme. Ouais. Ensuite, voilà, en termes de modèle... Voilà, on va prendre peut-être ça, peut-être pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime les costumes, vous le savez. Donc, les téléspectateurs ne voient plus rien du tout. Ne voient pas. Bon, on part sur ça. On choisit le modèle. Voilà, on choisit ce modèle. Oui. OK. Ensuite, on va chercher le tissu. Alors, en termes de tissu... Le tissu vient. On va montrer au Ne soyez pas exigeant, voilà. Alain Sautumain. Oui. Ouais. Non, c'est bien, il faut voir. En matière de goût, moi j'aime le bleu. Vous aimez le bleu? Voilà, donc on va prendre ce bleu-là. Oui. Et on continue. On va de l'avant. Et là, maintenant, ça vous demande de passer dans le modèle de capture de mesure. Ah, d'accord. Donc, on va démarrer le modèle de capture de mesure IA. Donc, vous êtes un homme. C'est quoi votre taille?
1m75. 1m75, ok, excellent. C'est bien ce qui était déjà là. Ah, parfait. Ensuite, en général, votre taille en 52. 52. Ok, donc je vais vous mettre du L. Ok. Et voilà, donc voilà, vous avez choisi le modèle, le tissu. On a le modèle ici, on a le tissu. Voilà. Voilà, on a renseigné les mesures. Voilà, non, pas encore, on n'a pas renseigné, on a juste renseigné la taille. D'accord. Ok. Donc maintenant, on va démarrer la capture de photo. Donc vous allez vous mettre... Ah non, je suis là, allez-y. Voilà, donc... Alors, donc je commence le compte à rebours en 10 secondes, vous allez être... Baissez les mains, s'il vous plaît. Voilà. Non, voilà, comme ça, juste. Comme voilà, si voilà, juste comme drapeau, ça. oui. Voilà, exactement. Voilà. Excellent. Parfait. Donc, vous voyez, une photo a été prise de vous de face. Oui, on va montrer aux téléspectateurs. OK. Une photo de face. J'espère qu'il arrive à voir ça. Bien sûr. Voilà. Alors, à ce moment-là, on va valider. Ouais. Et maintenant, on va prendre une photo de profil. Donc, vous regardez de ce côté, comme ça. Voilà. Amandine, en tout cas, on va pouvoir coudre la tenue aujourd'hui. Je l'espère. C'est bon? Voilà. 10 secondes, tac, c'est bon. Bon. Alors, la photo de profil a été prise. OK. Et ça, c'est en live, hein, en direct à la télévision. Direct. Vous le voyez, mesdames et messieurs. Une application pour se faire confectionner des tenues. Validé. Donc, on enregistre les photos pour que la prochaine fois, vous revenez, vous n'aurez plus à faire la même chose. La même chose, d'accord. Et puis, donc voilà, les photos sont là maintenant. Maintenant, ici, vous pouvez, en fait, vous aurez remarqué que, comme par exemple, vous achetez du prêt-à-porter, OK, et vous êtes peut-être une taille, je ne sais pas, 42 ou voilà. Et c'est ce que vous portez, mais en réalité, vous avez peut-être un ventre un peu, voilà, proéminent. Alors, c'est difficile de s'habiller en prêt-à-porter quand c'est comme ça parce que ça ne vous ira pas standard. Voilà, exactement. Ouais. Alors, avec taillerie, vous pouvez faire des configurations au niveau de la poitrine, de la taille. De la taille et du ventre. Et du ventre, voilà, et des fessiers. Oui. Donc, on peut ajuster, en fait. Vous pouvez ajuster. Donc, voilà, donc cette configuration, vous pouvez la faire là, mais bon, on va rester sur mais comme il n'a pas de ventre... Parce que vous êtes vraiment un modèle. Merci. Vous êtes vraiment un modèle. Merci. Bon, maintenant, c'est le moment de vérité. Oui. On va lancer l'analyse. J'aimerais bien... On va voir ce que ça donne. On va attendre juste 30 à 40 secondes. C'est beaucoup. Il va analyser les données qu'on a fournies. Oui, c'est ça. Au niveau du modèle, voir à peu près ce que ça va donner. C'est dans une bonne connexion, ouais, on est presque arrivé. Hein? Oui, on y est presque. Mais en attendant, vous pouvez déjà nous dire, M. Tampinou, qu'est-ce qu'on gagne en utilisant cette application? Bien, en utilisant cette application, en tout cas pour le client, ce sont... voilà. Ce sont... Non, ça va pas tarder. Ce sont du gain, en tout cas en temps. Donc, vous n'avez plus à vous déplacer. Pour le couturier, c'est la capacité à pouvoir mieux maîtriser ton travail de façon un peu plus structurée. Voilà, ça c'est affiché. Oui. Donc voilà, les mesures sont là. Donc vous avez 25 mesures qui sont très précises. Je vais revenir sur le sujet tout à l'heure. Oui. Vous pouvez voir toutes les mesures ici. Alors je vais vous donner la particularité de cette application. Nous sommes vraiment allés très, 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 très loin. Okay, vous avez non seulement la mesure du corps, mais vous avez la mesure de façon spécifique pour le vêtement que vous avez choisi. Alors ça, c'est un autre niveau. Hein. Ce n'est pas genre le tailleur vient, il prend juste vos mesures en fait. En fait, là, on est dans du détail. Vraiment. Voilà. Donc, vous avez la mesure de votre corps, en fait, donc les mesures générales corporelles. Et vous avez, pour le style qui a été choisi, les mesures appropriées pour ce style. La suite de l'événement, c'est quoi? Voilà. Alors, maintenant, vous pouvez commencer à vous voir. Regardez-moi ça. J'aimerais un gros plan, s'il vous plaît. Bien sûr, on va le faire. Ne vous en faites pas. Timothée, voilà. Alors, vous n'êtes pas ventreux comme ça, c'est parce que j'ai choisi du L. OK. J'ai mis grand au niveau de l'abdomen. Donc, c'est pour vous montrer un tout petit peu comment vous pouvez évidemment recalibrer avec ça. Allez, donc, voilà un peu la démonstration. Merci, vous rejoignez votre place. Donc, vous avez votre tenue. Ah oui, sauf qu'on vous a fait poser un petit ventre. Ah, mais bon, ça, c'est l'intelligence artificielle. En live et direct, je crois que le livreur va livrer bientôt une tenue bien spécifique, bien tranquille. Ah oui, forcément. Ah oui, forcément. Et tout à l'heure, vous étiez en train de parler de Saint-Valentin. Et justement, pour la Saint-Valentin, ce que nous sommes en train de lancer, c'est une fonctionnalité assez particulière. Nous l'avons appelé le panier taillerie. Et donc, le hashtag, c'est Patal.
Et ce panier taillerie-là, vous pouvez, par exemple, Madame Anyambossou, aller renseigner vos mesures et l'envoyer, partager ce panier avec votre chéri. Et bien, ce sera à lui de payer. Donc, il fait le paiement et nous, on reçoit tout ça, on s'occupe de ça. Taillerie.com, une révolution dans le stylisme. Voilà, donc on parlait déjà des avantages rapidement à utiliser cette application. Oui, donc j'en parlais pour le client, c'est déjà des gains en temps, quel que soit l'endroit où vous êtes. Mais on va au-delà parce que, comme je le disais tantôt, je fais beaucoup de choses et j'avais commencé évidemment il y a près de 10 ans. Je me suis aventuré dans la mode parce que voilà, au fond, je suis aussi un artiste. Et donc, il y a eu quelques challenges quand je suis revenu à Cotonou pour ramener ma marque Boldies ici à Cotonou, BOL2DIES. Et c'est vraiment de là que j'ai décidé qu'il fallait faire quelque chose en fait pour changer les choses. Et avec le temps, on aura un format pour les Android. Pourquoi c'est nécessairement sur... Mais justement, l'idée en fait, c'était de pouvoir l'ouvrir en fait à tout le monde et de ne pas forcément faire une application native. Donc c'est sur le web, tout le monde peut avoir accès à ça, que vous ayez un Android, quel que soit le téléphone. Ou bien oui, quel que soit le téléphone, c'est taillerie.com, vous avez accès à ça. Mais bien évidemment, dans la foulée, nous allons mettre sur place des applications natives également. Ok, quelque chose, un mot à ajouter pour terminer? Un mot de fin, c'est déjà vous remercier encore une fois de m'avoir reçu. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent de là où ils sont. Et c'est vraiment un appel à partenariat à tous les acteurs du secteur de la mode, de cette filière-là. Donc les couturiers, les vendeurs de tissus, les livreurs, les designers aussi. Ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment pour leur permettre de faire ce qu'ils font de mieux. Donc les designers, c'est de créer. Les couturiers, c'est vraiment de coudre. Les vendeurs de tissus, c'est vraiment de sourcer des étoffes de très bonne qualité pour que nous puissions les mettre à la disposition de nos clients. Et de façon plus spécifique pour les clients, c'est vraiment de faire l'expérience avec nous. Vous savez, il y a des choses qu'on peut vous dire, mais il y a des choses qui ne peuvent qu'être expérimentées. Il faut vivre ça pour savoir. Pour savoir. Donc, voilà. Merci, M. Tokminou. Monsieur Tokminou, Alain, oui. J'espère que vous n'allez pas abandonner votre tailleur, votre styliste. Non, je vais peut-être l'inviter à se mettre à jour, à faire en sorte de rentrer dans la base de données. Et puis bon, on va toujours continuer, pas collaborer. Voilà, exactement. Voilà, donc peut-être que je devrais rajouter ça. Je peux donner le numéro 01 61. Non, vous ne donnerez pas de numéro. Vous passez à la direction commerciale de la communication. Voilà, et vous revenez avec la facture. Qu'il nous contacte. Et puis bon, voilà. On va faire la publicité. On va faire la publicité maintenant. Merci, M. Tokminou. Merci, Amandine. Je vous remercie. Merci de nous avoir montré cette innovation en matière de mode. Il le fallait. Oui. Allez, ce qu'il faut tout de suite, mesdames, messieurs, c'est comment est-ce que nous nous occupons de votre santé, ou bien du moins, les professionnels de la santé s'occupent des médicaments que nous achetons en pharmacie. Par ces temps de chaleur, comment est-ce que les médicaments sont conservés? Dans la rubrique santé, Christelle Ediacho Tongodo viendra donc à travers cet élément nous en parler. À la maison comme en voyage, nos médicaments sont souvent exposés à la chaleur ou à l'humidité sans qu'on y prête attention. Pourtant, une mauvaise conservation de ces produits peut les rendre inefficaces ou dangereux. Aujourd'hui, Dr Meshak Betchedi nous aide à en savoir plus. De quoi est-il composé? Un médicament a deux ingrédients principaux. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les termes. Nous avons le principe actif et nous avons les excipients. Le principe actif, c'est cet ingrédient-là qui va donner sa valeur thérapeutique au médicament. Lorsqu'on dit qu'un médicament traite les maux de tête, traite les maux de ventre, c'est grâce à son principe actif. C'est son principe actif qui a cet effet-là. Les excipients, c'est tous les autres ingrédients qui vont permettre aux médicaments d'être plus efficaces ou d'être plus facilement consommables, mais qui n'ont pas d'effet thérapeutique. Comment est-ce que la chaleur affecte un médicament? Alors, la chaleur, nous allons mettre la chaleur dans les conditions de conservation. Donc, la chaleur va créer un environnement favorable à la dégradation de certains composants, de certains ingrédients du médicament. Un médicament qui est exposé à une forte chaleur aura tendance à s'altérer et à se détériorer beaucoup plus vite.
Donc soit il va se transformer, soit il va se dégrader ou il va devenir instable. Certains médicaments sont-ils plus sensibles à la chaleur que d'autres? Tous les médicaments sont sensibles aux conditions de conservation, mais évidemment, il y en a qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Lorsque vous prenez votre médicament en pharmacie, sur la boîte ou sur la notice, vous allez voir une partie où c'est écrit « conditions de conservation ». Évidemment, les médicaments qui sont à conserver au frigo sont plus sensibles à la chaleur. Les vaccins, l'insuline, ce sont des médicaments que le pharmacien même va vous servir avec de la glace ou va vous préciser que c'est à conserver au frigo. Même les médicaments du quotidien, il y en a qui sont très sensibles à la chaleur. Ce sont les comprimés effervescents par exemple, toutes les formes effervescentes. Ce sont les médicaments qui contiennent un antioxydant comme la vitamine C, qui sont très sensibles aux variations de température. Et nous avons les antibiotiques. Les antibiotiques sont aussi sujets de dégradation lorsqu'ils sont exposés à la chaleur, surtout lorsqu'ils sont dans la forme de sirop qu'on a préparé pour les enfants. Quels sont les endroits qui sont requis pour une bonne conservation des médicaments en vue de garder leur efficacité? C'est pourquoi la notion de conditions de conservation est très importante parce que chaque médicament a des conditions qui lui sont propres et il faut respecter ces conditions de conservation-là. La règle simple, c'est que le médicament doit être gardé dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. C'est une formule magique qui marche à tous les coups. Il ne faut pas que le produit soit mis directement sous la lumière du soleil ou même directement sous nos lampes à la maison, exposé continuellement, ça présente un risque. En général, lorsque vous avez un médicament sous la forme effervescente, c'est un médicament que vous ne devez pas associer à la chaleur parce que la chaleur va créer de l'humidité. Et on sait que le comprimé effervescent, de par définition, c'est lorsqu'on le met dans l'eau qu'il libère son principe actif. Donc, cet exemple que j'ai donné tout à l'heure, vous avez les formes antioxydantes, comme je disais, comme la vitamine C. Lorsque vous avez des sachets de médicaments qui contiennent de la vitamine C exposés à la chaleur, on remarque même en pratique, le sachet peut bomber. Le sachet est bombé, ou vous constatez que le comprimé il est bombé, c'est dans un emballage mais c'est bombé, c'est altéré. C'est altéré. Et évidemment, nous avons les produits qu'il faut conserver au frigo. Nous savons aussi que les suppositoires, par exemple, sont très sensibles à la chaleur et auront tendance à fondre lorsqu'ils seront exposés à la chaleur. Est-ce qu'il y a-t-il un risque à consommer un médicament exposé à la chaleur ou à l'humidité? C'est une question très importante et la réponse est qu'il ne faut pas systématiquement consommer un médicament qui est exposé à une forte chaleur parce que, nous l'avons dit plus haut, un médicament qui est exposé à une forte chaleur peut perdre son effet thérapeutique, c'est-à-dire le principe actif peut ne plus être efficace, sa formule chimique peut changer ou alors il peut devenir totalement instable. Dans ce cas-là, nous avons deux risques principaux. C'est que lorsqu'on va prendre le médicament n'aura pas l'effet qu'on attend qu'il ait. Ou lorsqu'on va prendre le médicament peut devenir toxique. Donc lorsque le médicament est exposé à une forte chaleur et qu'on a un risque, devant le doute, s'abstenir. Il faut demander à son médecin ou demander à son pharmacien, expliquer, bon, j'ai tel médicament qui a été stocké dans telles conditions, est-ce qu'il est encore possible que je le prenne? Alors docteur, quel signe indique qu'un médicament est devenu inefficace ou dangereux à cause de son exposition à la chaleur ou à l'humidité? Alors, il y a plusieurs indices qui peuvent vous faire penser que votre médicament a été altéré par la chaleur. C'est le changement de couleur. Lorsque vous avez acheté le médicament, il était blanc, mais au fil du temps, il est devenu marron. Ou vous l'avez acheté, il était jaune, il est devenu blanc. Ce sont des signes d'altération du médicament, peut-être par la chaleur. Lorsque le médicament change d'aspect en général, un liquide qui était translucide, transparent au départ, qui présente désormais un dépôt ou qui change de couleur, c'est une altération. Il y a les sirops, il y a les crèmes, les pommades. Lorsque la pommade va se casser, devenir granuleuse ou changer de couleur, ça doit attirer l'attention. Lorsque le sirop va devenir trouble, un sirop qui est normalement limpide devient trouble ou il y a un dépôt qui s'est formé, ça doit attirer l'attention aussi. Est-ce que la durée de vie est égale également à la date de péremption ou il y a une différence à faire? Les deux se complètent. Alors, lorsqu'on dit la date de péremption, qu'est-ce que c'est? La date de péremption, c'est la date limite à laquelle le fabricant dit, mais écoutez, jusqu'à cette date-là, si le médicament est bien conservé, on peut le prendre en toute sécurité et il va rester efficace.
Mais une fois que les conditions de conservation ne sont plus respectées, le médicament peut se dégrader avant d'arriver à la date de péremption. La durée de vie d'un médicament est indiquée sur son conditionnement. Et en moyenne, ça varie. Ça dépend vraiment de la stabilité du médicament. Ça peut aller de 1 an à 3 ans dans la plupart des cas. Un médicament qui, par exemple, a une durée de vie de 2 ans ou de 3 ans, lorsqu'il est conservé dans les mauvaises conditions, il peut se dégrader et ne plus être propre à la consommation avant même qu'on arrive à sa date de péremption. Que pensez-vous de cette pratique qui consiste à accorder une certaine marge à la date de péremption inscrite sur les boîtes? C'est une très grosse erreur pratique et courante et on entend souvent dans la communauté des personnes dire que ça ne concerne pas que les médicaments, ça concerne aussi les aliments. C'est une date commerciale, la date de péremption serait commerciale et serait fixée par le fabricant pour permettre de vite vendre le produit. C'est une erreur dans le secteur pharmaceutique. Consommer le médicament après sa date de péremption, c'est s'exposer à de gros risques toxiques. Parce qu'une fois que c'est rentré dans la bouche, là, c'est difficile d'arrêter les effets. Donc, lorsque le médicament est périmé, la plupart du temps, il se transforme. Il ne reste plus stable. Parce que le fabricant même garantit qu'après la date, là, ce que ça va devenir, je ne peux pas vous garantir ça. Lorsque le médicament indique une date, il faut la respecter scrupuleusement. Il n'y a pas de durée de vie de chance, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de surplus qu'on peut appliquer sur la date de péremption au cours de laquelle on peut être sûr que le médicament n'a pas d'effet. Il y a des risques de toxicité et le gros risque aussi, c'est que le médicament n'ait pas l'effet qu'on attend lorsqu'on le prend. Si c'est un antibiotique par exemple, je veux me traiter, je n'ai pas la solution à mon problème. Donc prendre un médicament après sa date de péremption, c'est exposer ses organes, notamment ses reins et son foie qui sont chargés de métaboliser les substances à des risques qui peuvent être très graves. Je pense qu'il faut que la population soit sensibilisée sur ça, les risques auxquels on s'expose en consommant un médicament qui est périmé. Ce sont des risques très graves parce que les effets atteignent le rein. Et on sait les reins, on n'en a que 2. Lorsqu'on foire les 2, c'est fini, c'est la dialyse, on s'expose à beaucoup de risques et les traitements coûtent excessivement cher alors qu'à un moment donné, on a fait preuve d'inattention, on a fait preuve de baisse de vigilance ou alors on a fait preuve de négligence parce qu'on a consommé un médicament qui est périmé. Et lorsque le fabricant met la date de péremption sur un produit, surtout lorsque c'est le médicament, ce n'est pas à visée commerciale. Ce n'est pas parce qu'il veut que le médicament soit vite vendu avant la date. Non, ce n'est pas du tout ça, mais c'est parce qu'après cette date-là, il ne sait pas ce que le médicament peut créer comme dommage à celui qui va le consommer. Docteur, quels sont les endroits pour conserver les médicaments chez soi? Il faut que là où le médicament est stocké, il y ait de l'air qui circule. Il ne faut pas que le médicament soit attaché dans un sachet, jeté dans un coin, non. Il faut que l'endroit soit frais et aéré. C'est-à-dire que les médicaments ont horreur de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le constat, il y a certains médicaments, surtout des blisters ou parfois même des flacons de sirop, le flacon est opaque, on ne voit pas le contenu. Ou le blister est marron ou est orange, ou vous allez voir même des ampoules injectables, l'ampoule est marron. C'est pour une raison, c'est parce que la plupart du temps, les molécules contenues dans ces produits-là sont sensibles à la lumière. Donc en règle générale, parce qu'on ne veut pas forcément faire le tri, séparer ce qui est sensible de l'autre, on conserve tous les médicaments dans les conditions adéquates. On ne va pas exposer le médicament dans un endroit où il fait chaud, dans un tiroir, sous les vêtements. Il y en a beaucoup qui le font. On a plié les habits dans l'armoire, on glisse le médicament entre les habits ou sous les habits, ou sous le pagne même sur lequel on a mis les habits, où on va attacher le médicament dans un sachet, le cacher dans un tiroir. Il faut éviter. Il faut éviter les endroits humides, dans la douche, autour de l'évier, dans les points d'eau. Il faut éviter de conserver le médicament dans ces endroits-là. On dit qu'il faut conserver le médicament dans un endroit sec. Donc la douche n'est pas sèche. Dans la douche, on se lave, c'est un point d'eau. Donc il faut éviter de conserver les médicaments dans la douche parce qu'il y a beaucoup d'humidité dans la douche. À la cuisine aussi, aux abords de l'évier, il faut éviter.
à l'abri de la lumière. Donc, il ne faut pas exposer les médicaments à la lumière directe du soleil, juste en bas de la fenêtre. Et ça, on le voit souvent, hein, même au village, nos mémés, elles aiment souvent mettre leurs médicaments juste au niveau de la fenêtre là pour ne pas oublier. Ce sont des erreurs qu'on commet parce qu'on ne sait pas que c'est un peu dangereux de le faire. Donc, il faut éviter d'exposer les médicaments directement à la lumière du soleil ou immédiatement même sous les lampes à la maison. Il faut éviter de mettre systématiquement le médicament au frigo. Lorsque les conditions de conservation n'exigent pas que le médicament soit mis au frigo, il faut éviter. Lorsque vous achetez un médicament qui doit être mis au frigo, votre pharmacien va mettre à votre disposition un sac isotherme avec de la glace parfois, juste pour vous permettre de l'emmener de la pharmacie à la maison ou au lieu d'utilisation. Donc, comme nous savons que nos frigos à la maison sont des frigos alimentaires, ce sont des aliments que nous mettons là, moins nous mettons de médicaments au frigo, mieux c'est pour la sécurité de la famille. L'endroit où j'interdis, mais interdit avec I majuscule, de stocker le médicament, le dernier endroit où il faut penser à stocker son médicament, c'est dans la boîte à gants. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils ont peur d'oublier le médicament à la maison, lorsqu'ils ont leur voiture, ils vont glisser le médicament dans la boîte à gants et fermer. Le problème, c'est que nous sommes dans un pays chaud. Lorsque vous garez votre voiture, déjà il y a de la chaleur à l'intérieur, encore plus lorsqu'il y a du soleil. Au niveau du pare-brise, c'est énormément de chaleur qui s'accumule à cet endroit et les médicaments s'altèrent très vite dans cette zone-là. Donc, il y a des boîtes à pharmacie qui sont des boîtes qui sont conçues pour pouvoir conserver le médicament. Vous rangez vos médicaments dans la boîte à pharmacie. On ne met pas la boîte à pharmacie dans un tiroir, sous une armoire, non. On met la boîte à pharmacie en hauteur, dans un endroit aéré, où on est sûr que c'est bien visible, où on remarque clairement que c'est la boîte à pharmacie qui est disposée là. Alors, dites-moi déjà, quelles sont les conditions requises pour transporter un médicament lors d'un voyage, par exemple? Est-ce que l'idéal est de le mettre dans une poche, dans la sacoche, dans la soute, ou est-ce que, à quel endroit précis il est recommandé de garder son médicament lors d'un voyage? Alors, lorsque vous êtes en voyage, évitez de mettre vos médicaments dans la valise. Il faut que vos médicaments soient faciles d'accès. Vous ne mettrez pas vos médicaments en soute, non. Vous gardez vos médicaments sur vous en cas de besoin. Je vous laisse le soin de résumer cet entretien. Ce que je peux dire de cet entretien, c'est que les conditions de conservation des médicaments sont très, très importantes, surtout sous nos cieux, parce que nous sommes une zone chaude et humide. Donc, les médicaments, la plupart des médicaments sont sensibles à cette température-là. Donc, il faut faire très attention à éviter le surstockage, à éviter de déconditionner les médicaments, à veiller à respecter strictement les conditions de conservation des médicaments. Il faut garder à l'esprit qu'un médicament qui est altéré par la chaleur ne présente pas forcément cette altération-là visuellement. Il y a des molécules qui sont très sensibles à la chaleur et lorsqu'elles sont exposées, elles vont juste se dégrader et disparaître du comprimé sans que le comprimé ne change de couleur ou que le produit ne change de couleur, sans qu'il ne devienne collant. Le médicament reste totalement normal, mais il est dégradé par la chaleur. Donc en cas de doute, il ne faut pas hésiter à demander conseil à son médecin ou à son pharmacien pour être sûr de ne pas s'intoxiquer avec des médicaments altérés. Vous l'auriez compris, conserver correctement ces médicaments ne doit plus être un détail, mais une question d'efficacité et surtout de sécurité. Vous ne croyez pas si bien dire, ma chère Ediacha Tongodo. Mesdames, Messieurs, il y a eu beaucoup d'éléments qui vont désormais vous aider en matière de préservation de votre boîte à pharmacie à la maison. On va marquer une pause après tout ceci. Retour plateau, mesdames, messieurs, on parle beaucoup plus et de plus en plus d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Est-ce qu'il y a des opportunités à y dénicher ou est-ce qu'il faut faire attention à certaines choses? On en parle dans cette rubrique Éducation Média avec Marvin.
promise, Aïnadou, bonjour. Bonjour Alain, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Ça va bien, super bien. Et ce matin, vous avez décidé de nous parler de l'intelligence artificielle, mais beaucoup plus artificielle générative. Quand on parle d'intelligence artificielle, d'abord, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Je vais aller sur c'est quoi une intelligence artificielle générative. C'est un type d'intelligence artificielle qui permet de créer en fait du contenu nouveau, des textes, des sons, des vidéos ou des images. Et cette intelligence artificielle-là fonctionne à partir de modèles de langage très puissants qui ont appris suivant en fait des grandes quantités de données afin de répondre à un utilisateur comme si c'était un humain. C'est ça. Alors, on parle d'intelligence artificielle générative. Qui sont les premiers concernés? Pour dire, en fait, là, le problème se pose de compréhension. Tout le monde peut utiliser l'intelligence artificielle parce que l'interface, en fait, a été conçue dès qu'on a une adresse mail ou un compte ou un navigateur. On peut créer son compte pour utiliser l'intelligence artificielle. Il n'y a pas forcément de besoin de compétences techniques pour avoir accès à une IA. Bien évidemment que maîtriser comment ça fonctionne, savoir comment poser sa requête ou encore savoir comment copier ou améliorer les réponses issues de la recherche via l'intelligence artificielle est pertinente. Mais là, en fait, tout le monde peut utiliser l'intelligence artificielle pour corriger des tests, poser des questions ou encore essayer de comprendre des besoins qui ne sont pas rapidement percevables. Alors, dans notre vie quotidienne, donnez-nous, disons, 3 exemples d'activités pratiques dans lesquelles l'intelligence artificielle générative peut nous aider. Là, maintenant, on peut parler tout de suite de reformulation de phrases. Il y a des phrases qui sont suivant différents registres qui ne sont pas compréhensibles directement. Quand je prends une phrase qui a été émise dans le cadre d'un registre soutenu, avec l'IA, je peux lui demander de me faciliter la compréhension. Et là, en fait, il va procéder à une décortication en fait, de la phrase pour amener ça à mon registre de langue que je peux comprendre. Et là, maintenant, il y a également l'automatisation qui facilite en fait plusieurs tâches avec l'IA où on peut réaliser des tâches sans forcément être présent et également corriger des fautes de grammaire et d'orthographe dans nos phrases. Un autre exemple, par exemple, quand je suis commerçant au marché, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait m'aider dans mon activité? L'intelligence artificielle peut aider à peut-être évaluer la possibilité d'achat des clients en faisant une étude du marché global via Google et permettre en fait d'étendre l'innovation qu'on aimerait avoir sur notre projet. Quand on émet une idée et qu'on n'a pas forcément la perception vaste du contenu, on peut demander à l'IA de nous proposer des choses qui pourront intéresser le public afin de dynamiser notre commerce ou d'attirer un peu plus de viabilité là-dessus. Alors, Marvin, quand on parle d'intelligence artificielle, parfois c'est beaucoup de contenu, c'est beaucoup de phrases. L'intelligence artificielle, disons, invente les choses. Oui. Pourquoi cette invention et comment est-ce que, en tant qu'utilisateur, je peux par exemple vérifier les dires de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle hallucine lorsqu'elle fabrique en fait des informations qui sont plausibles mais qui sont réellement inventées. Et ça se passe en fait quand l'IA ne va pas faire des recherches en temps et en heure. Donc, elle fournit des informations qui sont issues des données qu'elle a eues auparavant. Donc, il n'y a pas de recherche pour actualiser en fait l'information. Donc, si je dis aujourd'hui à l'IA quelle est la date d'élection de notre président en 2016, l'IA peut inventer une date, peut-être le 17 septembre 2016, sans avoir fait une recherche sur Google. Là, maintenant, l'IA est en train d'halluciner. Maintenant, si je lui dis, fais une recherche via navigateur, bien évidemment qu'il va tomber en fait sur des articles qui donnent la date réelle des élections et va fournir en fait une date réelle des élections. Maintenant, comment le faire quand l'IA hallucine comme ça? Il faudrait vérifier les sources. Après avoir reçu l'information de l'IA, il faudrait aller sur les navigateurs de recherche dans les médias, les journaux et confronter en fait les informations qui ont été croiser issues. L'information. Voilà. Et là, maintenant, on tire les bonnes informations et on regarde ce qui a été faux ou on regarde ce qui est faux ou vrai. Et souvent, quand l'IA donne des liens, il faudrait cliquer sur ces liens pour voir si ces liens sont vraiment valides parce qu'il y a des liens qui sortent de l'hallucination et qui sont des liens incorrects. Donc, quand on appuie ou quand on ne vérifie pas cela, on fait du copier-coller après. Et c'est lors de la présentation, par exemple, de notre thème de mémoire qu'on clique, on voit que ce site n'existe pas ou que ce que l'IA a donné était une fausse information.
Alors, avec le développement de l'intelligence artificielle, Marvin, est-ce qu'on se dirige tout droit vers la perte de certains métiers ou bien l'IA va nous aider à renforcer un certain nombre de corps de métiers? Bon, là, selon des analyses, en fait, l'IA n'est pas prête à remplacer l'être humain ou remplacer des métiers directement. L'IA est plutôt considérée comme un outil puissant qui va renforcer des métiers. Et là, ça permet, comme je l'ai dit, de faire des automatisations. Il y a des métiers qui nécessitent un suivi régulier. Et avec l'IA, on peut automatiser cela. Je prends l'exemple de la service clientèle ou des messages du service clientèle? Du service clientèle où les messages viennent abondamment. Là, maintenant, il y a l'automatisation qui peut permettre de répondre suivant les messages des personnes qui envoient, sans pour autant qu'une personne soit figée là et soit en train répondre à répondre à chaque fois. Et ça permet en fait à cette personne-là de mieux développer sa stratégie clientèle, de mieux travailler sur d'autres choses, mais ça ne remplace pas la personne-là. Donc l'IA est plutôt comme un outil puissant qui pourra aider à dynamiser, à être plus compétitif sur le marché. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'on parle de l'intelligence artificielle tout le temps aujourd'hui, mais il existe encore des personnes qui n'ont pas encore essayé, qui ne savent peut-être pas de quoi l'on parle. Pour la première expérience, le premier saut, quels sont les outils que vous conseillez et quelles sont les étapes à suivre, par exemple, pour mieux bénéficier, tirer profit, je vais dire, de l'intelligence artificielle? Pour toute personne en fait, qui aimerait utiliser l'intelligence artificielle pour la première fois, il est important déjà d'avoir un compte Gmail et un navigateur. Et l'outil de base que tout le monde utilise pour le moment, c'est ChatGPT. Donc, on crée un compte ChatGPT. Et la première des choses, c'est de demander à ChatGPT qu'est-ce que tu es ou qu'est-ce que tu peux m'aider à faire. Ensuite, en fonction de ça, on comprend mieux c'est quoi il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et en fonction de ça, maintenant, quand on veut proposer des requêtes, on va le voir dans les jours à venir, comment proposer de très bonnes requêtes, comment écrire des requêtes sans pour autant copier-coller. Donc là, maintenant, il y a des bonnes pratiques très puissantes qui pourront aider à mieux utiliser ces outils-là très prochainement sans pour autant faire du copier-coller. Alors, l'intelligence artificielle et les fake news, l'intelligence artificielle et les dires qu'on doit pouvoir vérifier avant de les exploiter. On en a parlé. Si on doit faire un résumé des opportunités que l'on a avec l'intelligence artificielle, que diriez-vous, Marvin? Ça permet d'être plus compétitif avec l'IA. On peut faire plusieurs choses à la fois. Donc, ça veut dire qu'on peut même apprendre une compétence, on peut se faire former et on peut créer un métier grâce à l'IA et vivre de ça. Parce que tout le monde ne sait pas utiliser l'IA à l'heure où on parle. Donc, savoir utiliser l'IA est également un atout. À travers cet atout-là, on peut être compétitif sur le marché. Donc, l'opportunité, elle est vraiment présente et le marché est vaste. C'est vrai, un commerçant qui a des produits, qui a une entreprise, n'est pas forcément un utilisateur avéré ou expérimenté de l'intelligence artificielle. D'où aujourd'hui, on génère des vidéos publicitaires pour des entreprises rien qu'à base de l'intelligence artificielle. On n'a pas besoin d'aller prendre une caméra, d'aller en tournage, enfin de faire tout le travail, je dirais, traditionnel que nous, on fait en matière de production. Oui. Est-ce que c'est des filons déjà que l'on pourrait développer? Oui, bien évidemment. Là, on parle des vidéastes AI ou des créateurs de contenu AI. C'est tout, comme je l'ai dit, en fait, l'IA ne pourra pas remplacer les humains parce que peu importe ce qu'on est en train de dire, c'est forcément un humain qui est derrière cela et qui peut générer des vidéos via l'IA. Donc, au fil du temps, en fait, c'est pas que au fil du temps, les métiers comme la production traditionnelle resteront toujours présents parce qu'il y aura forcément des entreprises qui aimeront avoir le réel, toucher le réel au bout du doigt. Et il y aura forcément d'autres aussi qui aimeraient être plus technologiques, aller dans le futuriste, donc l'IA. Mais en tout cas, les deux sont côte à côte et ils pourront se compléter, autant pour moi, se compléter progressivement, sans pour autant remplacer l'autre, parce qu'on aura forcément besoin des cadreurs, on aura forcément besoin de toutes les personnes. Et les cadreurs peuvent tout le temps se former en cadrage IA et c'est une succession de compétences quand même. Allez, quand vous parlez de succession, dans cette émission, c'est aussi une succession de rubricards. Marcel Arrossi est déjà dans ce studio. Mesdames, Messieurs, ça va être le dernier acte de la célébration matinale. La revue de presse est ici et maintenant.
Les journaux de notre pays parus et parvenus à notre rédaction nous donnent certainement des informations que nous allons avoir ce matin. Marcel Arrossi, bonjour. Alain, bonjour. Bonjour à tous. Que pouvons-nous nous mettre sous la dent ce matin? Des visages, des chiffres, des dates. Où va la République? Grosse question avec la presse aujourd'hui. Nous feuilletons le temps, auscultons le présent et scrutons l'horizon. Matin Libre dresse le miroir de 2025. Le journal invente un panthéon, interroge les trajectoires et convoque l'histoire encore chaude. Who is who? Ceux qui font 2025, Matin Libre raconte une année bouleversée par l'imprévu, surtout la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025 devenue le point d'orgue du récit national. Tentative donc, Patrice Talon écrit Matin Libre traverse l'année en funambule du pouvoir. Année charnière, dernier virage avant 2026, le choc, le putsch manqué. Et puis, contestation des lois électorales. Sénat, trêve politique, le choc était grand. Le chef de l'État honore les héros, occupe l'espace et rassure toutes les consciences après cet épisode. 2026 s'annonce comme l'heure de la transmission. Le pays observe maintenant. Boniaï, lui, entre fort, puis se tait après. Actif au lancement du processus électoral, empêché par le jeu des parrainages, freiné au communal. Après une rencontre avec Patrice Talon, il parle de divergence, puis choisit le silence. Silence lourd, silence interrogatif. Reviendra-t-il? Matin Libre laisse la question ouverte. Nicéphore Soglo surprend l'ancien président, change de ton, adoucit ses mots, s'affiche aux côtés du pouvoir, notamment au Vodun Days, allié d'un jour où sage en retrait, le journal observe un glissement sans trancher. Rekia Madougou, depuis sa cellule, fait parler le cœur. Incarcérée mais active, elle investit. Le social soutient les vulnérables, nourrit l'espoir selon Matin Libre. Joël Aïvo, autre voix, emprisonnée, écrit depuis l'épreuve, dénonçant une détention arbitraire, il reste incarcéré. Matin Libre rappelle la condamnation, mais surtout souligne la persistance de la parole. Tchabi Ayi, fils de l'ancien président, frôle la tempête judiciaire. Arrêté, auditionné, libéré sous contrôle judiciaire, Olivier Bokor, ex-ami, devenu condamné, incarne la rupture. 20 ans de prison, une amitié brisée. Matin Libre pose la question. Est-ce la fin d'un long compagnonnage politique? Point d'interrogation. Lionel Talon, lui, fait vibrer la jeunesse avec We Love Eya. Cotonou devient la capitale mondiale de la musique urbaine grâce à lui. Dieudonné Dimon Tevoïdre, chef de la garde républicaine, se dresse en rempart. Il refuse la compromission, dénonce, résiste et riposte. Promu général de la brigade, il incarne la loyauté armée de la République. Romuald Ouaddaï, enfin, émerge comme l'homme du passage. Désigné candidat du pouvoir, il quitte le costume de technicien pour endosser celui de prétendant. Réforme, rigueur, crédibilité financière, 2025 le propulse au cœur du jeu. La Nouvelle Tribune interroge, lui de son côté, l'attente après le double scrutin du 11 janvier 2026. Le journal s'impatiente. Les législatives sont connues, mais les résultats des communales se font désirer. 2 semaines de silence et une opinion publique qui s'interroge. La démocratie, écrit le journal, a aussi besoin de délais clairs. Le meilleur, de son côté, déroule le calendrier du prochain scrutin, la présidentielle. La Sénat dévoile le chronogramme de la présidentielle 2026. Premier tour, 12 avril. Second tour, si nécessaire, 10 mai. Prestation de serment, 24 mai 2026. Installation des députés et des conseils communaux. Fraternité fait parler les chiffres et pose le vrai défi. Romuald Ouaddaï part favori, écrit le journal. 77,83% aux législatives pour la mouvance présidentielle, mais seulement 36,74% de participation. Voilà l'enjeu. Non pas seulement gagner, mais mobiliser. Convaincre les abstentionnistes, transformer une victoire arithmétique en légitimité populaire, atteindre 4,5 millions de votants au moins. Sans cela, prévient Fraternité, la victoire pourrait sonner creux.
Eh bien, Marcel, merci pour cette revue de presse. On se retrouve demain, mesdames, messieurs. Le navire accoste. Bonne journée à chacun et à tous. Prenez du plaisir à suivre les programmes de Bénin TV.